Dans la continuité des cours qu'on a déjà donnés sur l'harmonie du couple, Shalom Bayit, on va se poser les vrais problèmes, en fait, on va se poser les vrais problèmes du couple au départ. Quand on est une jeune fille, quand on est une jeune fille ou quand on est jeune marié, on se pose la problématique du départ de savoir que on n'aime pas en général s'engager. Ça veut dire sur le plan professionnel, de savoir qu'on va devoir s'engager, ça veut dire qu'on va devoir se réserver. En général, on aime bien avoir le choix. Ça va, on se dit, voilà, aujourd'hui c'est ça, demain on changera. Et là, on sait quand on s'engage avec un homme ou une femme, on s'engage pour longtemps. Donc on n'aime pas s'engager, et aussi que ça dure. On n'aime pas trop que ça dure. Et là, on voit que c'est engageant et c'est sur du long terme. Donc c'est vrai que ça pose problème. Et on voit que manifestement, Hachem, il a décidé que il y avait une mitzvah de se marier, il y avait une mitzvah d'avoir des enfants, et de se marier. On sait qu'on a un seul mari, une seule femme, et on s'engage pour du long terme. Et donc ça va poser un problème. Un problème dans le sens où on s'engage parce qu'on aime son mari, on aime sa femme, et puis on se donne le devoir de devoir se marier, c'est fondamental dans sa vie, puisqu'on veut construire sa vie de couple, évidemment. Et donc on est dans un paradoxe, celui de savoir qu'on s'engage sur du long terme, tout en sachant qu'il y a une nécessité, il y a une mitzvah. Et il y a un sens paradoxal dans cette relation. À part ça, c'est marqué dans Shir HaShirim, un passage qui est connu, c'est marqué Beyom Chatunato, le jour de son mariage, Ovium Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur. Et la Gemara expliquait de quoi il s'agit. C'est quoi le jour de son mariage et le jour de la joie de son cœur. La Gemara explique qu'en fait il s'agit du jour du Matan Torah. Yom Chatunato, le jour du mariage, c'est le jour du don de la Torah. Et le jour de la joie du cœur, c'est le jour où on a construit le Mishkan. Bon, pourquoi la Torah? Pour dire pourquoi Shir HaShirim? Pourquoi Shlomo Melech pour dire que c'est le jour de son mariage, il s'agit du jour du don de la Torah. Et pourquoi, pour parler de la joie du cœur, on a parlé du Mishkan? Alors j'ai vu une explication de Rav Pinkus, il dit comme ça. Yom Chatunato, c'est comme Matan Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a rencontré quelqu'un, on a fait des shidorim, on a essayé de percevoir à peu près, on s'est dit voilà c'est la personne qu'il faut, on s'est attaché à la personne, on a dit voilà c'est elle que je vais épouser, ok. Donc c'est comme le Matan Torah, ça veut dire le don de la Torah, ça veut dire que on va recevoir la Torah, on va recevoir la connaissance d'Hachem, on va savoir quelles sont les choses qui vont solutionner nos vies à travers la Torah, fantastique. Ok, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Qu'est-ce que la Torah exige de nous? Qu'est-ce qu'on doit... toute cette perspective d'envisager que on doit être des tzadékettes sur la Torah, c'est quoi être une tzadékette? C'est quoi être une femme juste dans la vie? C'est quoi être une femme de Torah? C'est quoi? C'est difficile à comprendre et à accepter. On ne sait pas, c'est une inconnue, c'est un point d'interrogation, autant que... Qu'est-ce que c'est être femme mariée? Qu'est-ce que mon mari exagère de moi? Est-ce que je vais être heureuse avec lui? Et tout ça, c'est une perspective d'interrogation. C'est comme le jour de la Torah. Le jour où on a reçu la Torah, c'est fantastique, mais qu'est-ce que la Torah exige de nous? Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Pour l'interrogation. Donc c'est un jour de joie, mais intrinsèquement, derrière, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'interrogation. Ça veut dire que je ne suis pas sûr, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais espérer dans ce mariage. Autant que qu'est-ce que je vais espérer être dans la Torah, je ne sais pas. Donc il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. C'est pour ça que, évidemment, il faut savoir que le jour de son mariage ou le jour de l'espoir de son mariage, c'est un jour extraordinaire dans sa vie. Mais il y a quelque part une interrogation derrière qu'il ne faut pas occulter. Ça veut dire qu'on n'est pas rassuré. Ça va? Une femme n'est pas rassurée, oui, et un homme n'est pas rassuré. Je pense qu'une femme est moins rassurée qu'un homme parce qu'elle a des appréhensions, elle a des émotions, elle a des peurs, elle a des inquiétudes. Et je pense que derrière tout ça, il faut être conscient au départ du mariage. Et je pense que c'est un travail qui n'est pas forcément fait et qui peut entraîner des problèmes. C'est qu'on n'est pas rassuré. Ça va? On n'est pas rassuré. Mon mari, je ne sais pas qui il est au fond. C'est-à-dire avant le mariage, il est tout gentil, il m'offre des fleurs, il m'invite au restaurant, c'est extraordinaire. Et puis dès qu'on est marié, c'est bon, on est casé. Vous voyez, Shlanu Khatan casé. C'est-à-dire qu'on est un Khatan, ça y est, on est casé. Et Baruch Hashem, voilà, j'ai espéré me marier, je me suis marié, j'ai comblé ma vie, voilà, je suis un homme. En fait, il démarre sa vie, mais lui il croit qu'il a terminé sa vie. C'est-à-dire, ça y est, bon, c'est bon, maintenant on va commencer autre chose, on va des enfants. Et c'est un vrai problème, parce qu'on est casé. Ça veut dire, voilà. Et donc, le souci qu'on doit avoir, c'est qu'on n'est pas forcément rassuré. Lui,
autant qu'elle. Maintenant, on se dit, voilà, ben, qu'est-ce que tu te poses des problèmes et en fait, on vit des choses qui sont des émotions féminines qui ne sont pas rassurées. Elle attend, une femme, d'être rassurée par son mari, et un homme, aussi, il attend d'être rassuré par son épouse. Il a fait un choix, vous avez fait un choix déterminé, mais c'est conditionnel. C'est-à-dire, je me marie avec toi, mais il y a des conditions. Vous voyez, comme dans les deux sens. Et ça, c'est pas forcément exprimé. Les gens pensent que non, mais bah, je me suis engagé, fais-moi confiance. Mais quelque part, il y a une inconnue. Ça veut dire qu'il y a une inconnue parce qu'avant et après, ça serait différent. Avant et après. Avant, il n'y a pas d'Yetzirara. Après, il y aura du Yetzirara. Ça va? Il y aura de l'affirmation, il y aura un besoin d'être respecté, il y aura un besoin d'être reconnu. Et chacun, selon qu'on soit un homme ou une femme, ça se traduit différemment. Et je pense que au départ, c'est très très important pour ceux qui ne le sont pas ou pour ceux qui le sont déjà, d'être rassurante et de rassurer son époux dans ses choix. Autant que un homme, il doit rassurer sa femme. Voilà. Ça prend le temps que ça prendra, jusqu'à ce que ça prenne, que la personne elle soit rassurée. Et après, rassurer dans le sens où il faut parler de tout. Ça veut dire il faut, si j'ai des inquiétudes en tant que femme vis-à-vis de mon mari, il faut que je lui en parle. Et pas que je mets des étiquettes et je mets des choses déjà affirmatives et déjà construites et obligatoires dans son attitude. Non, c'est quand je sais pas, je sais pas. Et quand je sais, je sais. D'accord? Et si je sais, c'est pas encore fini. C'est pas grave. Même s'il a fait des erreurs, les choses s'expliquent parce que Beyond Khatunato, ça veut dire que c'est le premier. On s'engage, on n'est pas habitué à vivre avec une femme, et ni une femme de vivre avec un homme, donc il y aura forcément des écueils, évidemment, ça va se passer comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça. C'est-à-dire, on va pas tout réussir du premier coup, et c'est évidemment comme ça. Alors que les personnes, elles pensent que non, que dès qu'il y a une erreur, on est tout de suite déçu. Ah, ça correspond, est-ce que c'est vraiment mon mari? Ou des signes un peu bizarroïdes qui vont faire qu'elle va s'inquiéter, mais parce qu'on est dans un terrain, déjà, vous avez compris ça que je vous ai expliqué au départ, parce que le Shlomo Amelech a dit dans Shirachirim, Biyom Khatulato, il y a un terrain sensible à devoir atteindre quelque chose qui est de l'ordre de la certitude. On sait qu'on a épousé, mais on le sait qu'avant. Et on ne sait pas après. Comment ça va se passer après? On voit qu'il y a des changements, on voit qu'il y a des exigences, on voit qu'il y a des intérêts qui ne sont pas forcément partagés, etc., qui vont faire que on va entériner dans un terrain qui est déjà sensible, qui est celui de ne pas être forcément rassuré au départ. Voilà. Et c'est très très important d'arriver à ce qu'il y ait une assurance qui se crée. Voilà. Ma femme, elle peut avoir confiance en moi, et c'est ça ma première démarche, c'est celle-là. Et mon mari, il peut avoir confiance en moi. C'est ce qu'il espérait de moi, et ben je l'ai réalisé pour lui, et je le rassure. C'est très important d'en parler au départ, et ça prendra le temps qu'il va. Il y a des blagues qu'on fait pas au départ et qu'on pourra faire plus tard, c'est pas grave. Mais parce qu'on n'est pas rassuré, vous comprenez? Et donc on est sur le qui-vive. Et c'est très important qu'au départ, ça soit déjà préétabli depuis l'instant où on a démarré son couple. Très important que ça soit comme ça. Parce qu'une femme est inquiète, parce qu'une femme, elle... Et il y a ce souci-là qu'il faut régler. Et à part ça, il y a un autre souci qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, on n'est pas de même nature, donc on a une façon d'exprimer les choses qui ne sont pas les mêmes. Un homme, on va dire qu'un homme, il est dans l'espoir, comment dire, son véritable sentiment, c'est de savoir qu'il rend heureux sa femme, oui. Et une femme, c'est de savoir qu'elle est reconnue par son mari, ce qui n'est pas la même tendance. Il faut savoir que la tendance masculine, c'est de savoir, un homme peut dire à sa femme, est-ce que tu es heureuse avec moi? Il ne va rien comprendre, qu'est-ce qui lui arrive, évidemment. Donc il attend d'être rassuré sur le fait qu'il correspond à ce qu'une femme attendait de lui et qu'elle est capable d'être heureuse avec lui. Voilà, être heureuse avec lui. Une femme, elle attend autre chose. Elle attend de savoir si elle existe pour son mari. C'est pas pareil. Oui, et donc elle a besoin de se sentir exister avec son mari. Ça veut dire que, par exemple, une femme, elle peut rentrer à la maison et elle dire à son mari, ben, je suis fatiguée. Voilà, elle rentre, elle fait la tête et je suis fatiguée. Alors on lui va dire, ben, si tu es fatigué, va te reposer. Bon, elle va dire, mais il est bête ou quoi? Évidemment que je peux me reposer. En fait, c'est pas ça la question. Lui, il est pragmatique. Il dit, bah, si t'es fatigué, te repose-toi. Ça veut dire, lui, c'est ce qu'il aurait fait. Mais une femme, elle a pas besoin c'est pas ce qu'elle a voulu lui dire. Parce qu'elle sait très bien que si elle est fatiguée, elle va se reposer, pas de problème. Mais quand elle lui a dit, je suis fatigué, ça veut dire, elle voulait lui dire, je suis fatigué d'autre chose. Ou demande-moi, qu'est-ce qui te fatigue? Voilà. Elle voulait se sentir concernée et partenaire avec son mari. Donc la question n'est pas la même. Ça veut dire que quand vous dites à un homme, tu es fatigué, il va dire, ouais, ben, je sais pas quoi. Ben, il dit, ben, va te reposer. C'est ce qu'un homme aurait répondu. Mais une femme, elle n'a pas besoin de savoir qu'elle a besoin de se reposer, elle n'est pas idiote. Donc c'est une manière de savoir, est-ce que tu t'impliques dans ma souffrance? Vous avez compris? Est-ce que tu es concerné par ma vie?
Voilà, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'une femme, elle a une façon de cultiver son rapport à l'homme qui n'est pas le même que celui de son mari. Et c'est très important au départ de le comprendre. C'est-à-dire que dans les mots utilisés, ça peut vouloir avoir un sens pour un homme et carrément aucun rapport pour sa femme. Et on ne se comprend pas. Et elle dit, mais attends, mais il comprend pas ce que je lui dis. Donc, et c'est ça que je vous explique au départ, que c'est très important de rassurer parce que elle peut comprendre que bon, bah, il n'a pas bien compris ce que je lui ai dit. Pas que il tient pas compte de ce que je suis. Vous avez compris? Il faut faire attention à ça. Il faut savoir qu'un homme ne pense pas comme une femme aussi. Donc c'est important que ça soit bien explicite. Voilà. Que le langage que vous pouvez utiliser, qui a une connotation féminine, n'a peut-être aucun rapport avec ce que votre mari pourrait comprendre. Et c'est important que le discours il soit libéré de son contenu. Ça veut dire que quand vous dites je suis fatigué, ça ne veut pas dire que je suis fatigué, ça veut dire que voilà ce qui s'est passé, ma journée c'est mal passé. Ça peut pas forcément une fatigue physique, mais une fatigue morale, une fatigue mentale, ou un désespoir, ou X chose. C'est ça la fatigue. Ah d'accord, j'avais pas bien compris. Donc il faut que vous soyez capable d'expliquer ce que vous ressentez, parce que le message n'est pas forcément le même conçu par un homme comme celui d'une femme. Donc là, on va commencer à comprendre un peu de ce qu'on peut appeler une construction de couple. Ça veut dire qu'il faut comprendre au départ et d'appréhender toute la nature féminine et toute la nature masculine. Vous voyez qu'un homme, et je pense que c'est très important qu'au au départ, dans le monde froum, les garçons ne fréquentent pas des filles, donc ils ne savent pas comment elles fonctionnent, et une fille, elle ne fréquente pas un garçon, elle ne sait pas du tout comment un homme fonctionne non plus. Donc c'est très important que vous sachiez, quand on respecte la pudeur, cette snoot, une fille, elle ne parle pas à des garçons, et un garçon non plus, donc à des filles, donc c'est clair qu'on doit apprendre et appréhender ce genre de problème. C'est comme ça. Donc quand je sais ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui expliquer où je dois parler avec la personne à qui je m'adresse en permanence, de façon à ce qu'elle comprenne la logique masculine, ou qu'ils comprennent la logique féminine. Il y a une logique féminine, il y a une façon de se comporter, des sentiments différenciés qui sont une logique féminine, qui n'est pas une logique masculine, et l'inverse aussi. Donc plus on parle, et plus on discute, et plus on comprend. Alors évidemment, ça nous étonne au début, parce que bon, on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes peurs, les mêmes inquiétudes, la même approche de la vie, de la vie future, pas du tout pareil. Et donc c'est important d'en discuter, pour ça que la première année, on sort du contexte de tout ce qui nous entoure. On se consacre à son épouse et à son mari. Par exemple, quelqu'un qui va au collège, il ira pas au collège le soir, il se consacre du temps avec sa femme et son mari également, de façon à ce qu'il y a un lien qui puisse se créer, et surtout d'arriver à comprendre tous ces phénomènes, tous ces principes qui sont au départ très importants. C'est la base de ce que vous allez construire plus tard. Très important que la base elle soit toujours bien construite pour que après il n'y ait pas d'appréhension. C'est comme une graine qui est bien plantée au départ, on n'a pas de souci, l'arbre il va pousser correctement. Mais si elle est mal plantée, mal orientée, pas dans le bel endroit, l'endroit ensoleillé, voilà, il va se passer des choses que l'arbre il va pas pousser correctement. Faire très attention qu'au départ ça soit construit, et si ça n'a pas été fait, c'est pas grave, ça peut se construire après. Mais ça va être plus compliqué parce qu'on a déjà des appréhensions, on a mis des étiquettes déjà sur la personne, c'est dur de les enlever. Donc c'est pour ça que je vous explique que le départ c'est fondamental. Fondamental. Comme dans tout événement, on dit collateral quelque chose, c'est pas un principe qui est comme ça philosophique, c'est simplement d'expliquer que c'est dur parce que c'est nouveau. C'est dur parce que il y a tellement de choses qui nous étonnent, qui correspondent pas du tout à ce que nous sommes, qui est à construire. Voilà. Donc ça c'est la base du principe. Ça veut dire qu'il va y avoir un souci qu'on a déjà noté, c'est de dire que au départ j'ai un besoin. Hachem il a créé des besoins chez l'être humain. Et le besoin de se marier, ça fait partie des besoins naturels. Comme on a besoin de manger, on a besoin de se réchauffer, on a besoin de se rafraîchir, on a besoin de... Hachem il a créé des défenses naturelles aussi. On a peur de se salir, on a peur de se mettre en danger. Tout ça, ça fait partie des éléments qu'Hachem a créés en nous, qu'on ne peut pas occulter. Et donc aussi, on a aussi ce plaisir et ce bonheur de se dire, voilà, je vais vivre ma vie en couple. Voilà. Le problème qu'on va avoir, c'est comment ce besoin-là, il va être créé, donc il est créé, et quand il est réalisé, voilà, ça y est, j'avais rêvé de me marier et de trouver mon mari, et je l'ai trouvé. J'avais rêvé de trouver mon épouse, je l'ai trouvé. J'avais rêvé, je sais pas moi, d'aller quelque part, ça y est, j'ai été comblé. Un jour, j'avais rêvé d'aller aux États-Unis, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu ce que c'était, et maintenant que j'ai vu, j'ai plus envie. Ça va? C'est pareil. Donc, ça veut dire que ce besoin-là, il va un jour prendre fin. Et ça, c'est aussi à comprendre que quand vous avez envie de quelque chose, vous êtes marié, vous êtes passé sous la roupa, ça y est, ce besoin, il est passé, et vous espérez que les autres jeunes filles et les autres garçons, ils trouveront aussi leur futur khatam avec elle. Mais pour vous, c'est terminé.
Ça y est, vous avez trouvé. Voilà. J'ai plus envie. Parce que j'ai trouvé. Et là, je pose un problème. J'ai plus envie. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais envie de boire et j'ai bu. J'ai plus soif. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'avais envie de manger et j'ai plus faim. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil. Ça veut dire qu'on va être rentré dans une autre problématique. C'est que ce besoin qui est naturel, qu'Hachem il a créé chez l'homme et la femme, il est comblé. Ça y est, c'est comblé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là se pose le problème de qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi j'ai cru qu'il fallait se marier. Ben voilà, je me suis marié. Mais qu'est-ce que c'est que vivre ensemble? Hein? Voilà, donc après les gens disent, bah voilà, il fallait se marier, mais pour eux les gens c'est quoi construire? Quand vous demandez à quelqu'un pourquoi il faut te marier, il dit bah pourquoi? Bah pour avoir fonder un foyer, avoir des enfants, c'est tout. Vous avez compris? Voilà, c'est tout. Mais c'est quoi construire? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, oui, alors nous on a expliqué qu'il faut savoir au départ, oui, que en fait on était une neshama qui était commune. Ça veut dire que vous avez une neshama féminine et votre mari masculine, et en fait la neshama est masculine-féminine. Elle porte les deux ensemble. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, à l'infini, vous portez quelque chose qui, à l'infini, est de l'ordre du masculin aussi. Autant qu'un homme, il est attiré par ce monde féminin qui fait partie de lui, qui est à construire. Quand vous parlez de construction, ça veut dire que, pour ça que j'ai souvent expliqué, que quand c'est marqué dans la Torah qu'Hachem il a créé un être masculin-féminin, ça veut dire que dans l'objectif à atteindre, à la fin de sa vie, il faut qu'on soit masculin-féminin. C'est-à-dire qu'un homme, il est porté ce féminin en lui. Alors ça veut dire quoi porter du féminin? C'est qu'il ait la sensibilité féminine, qu'il ait la compréhension féminine, la logique féminine, qui fait qu'il y a un apport féminin chez lui, qui est un désir, parce que qu'est-ce que peut m'apporter ma femme? C'est ça que je dois comprendre, voilà, et que j'accepte, et j'ai un désir de porter ce féminin-là. Et autant qu'une femme, elle a besoin, parce que c'est une carence, d'être féminine et de ne pas être masculin, aussi, c'est une carence. Autant qu'un homme qui est masculin, il a une carence qui n'est pas féminine. Il n'est pas féminin. Il a besoin de ce féminin. Donc, qu'est-ce que m'apporte le féminin? Quel est l'apport du féminin? Et quel est l'apport du masculin? Si vous n'avez pas compris à quoi vous sert un mari, si vous ne pouvez pas vous l'expliquer, alors vous serez toujours en carence du masculin. Tout le temps. J'ai pas besoin de mon mari. Pas besoin. Voilà. Et j'ai pas besoin d'une femme non plus. Voilà. J'ai pas besoin de ce féminin. Après, la sensibilité féminine, c'est fondamental. Autant que le pragmatisme du masculin, le côté rationnel du masculin. C'est fondamental dans la vie. Parce que des fois, on est piégé par des émotions. On peut être desservi par ses émotions et on a besoin de rationalité. Et un homme, il est piégé parce que de façon rationnelle, il vit sa vie, pragmatique, mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien derrière. Et donc, il a besoin de la partie féminine de sa vie. Quand on est tué à Torah, s'il n'y a pas de sentiment, si vous n'êtes pas capable de créer des émotions, vous ne pouvez pas vous construire par de la rationalité. De se construire, c'est de pouvoir réagir à ce qu'on sait. Et pour réagir à ce qu'on sait, il faut des émotions. Il faut qu'on réagisse. Donc j'ai envie d'eux ou j'ai besoin d'eux. Et ça, c'est la femme qui apporte ça. La femme, elle apporte la partie structurelle, l'homme, la partie structurelle, et la femme, la partie émotionnelle. C'est ça que je vais vous l'expliquer. Et ça, il faut savoir que dans un couple, c'est fondamental de vivre les deux événements ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ça va être le sujet du cours. C'est d'expliquer comme ça. Quand on a des choses à se dire, voilà. Et ça va être compliqué. Parce que quand on est inquiète ou quand on est inquiet, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on voudrait, et donc on est perplexe et on est critique. Voilà. Comment va s'exprimer la critique? Oui. Alors dans la parashat Mishpatim, c'est marqué la chose suivante. Dans la parashat Kedoshim, c'est marqué là-bas, oui. Il y a une mitzvah de faire reproche à son prochain. Vous voyez, donc le texte est marqué clairement, je vous lis le texte. Voilà. C'est marqué. Alors, où est-ce que c'est marqué? Alors. C'est marqué Lotisna et achicha bilvavecha. Donc Lotisna, tu n'haïras pas et achicha ton frère bilvavecha dans ton cœur. C'est marqué Lotissa à la frette. Donc tu feras reproche, mais ne porte pas la faute d'avoir fait ce reproche. Donc on a un problème, c'est que on voit que des fois il y a des choses qui ne sont pas respectueuses chez les autres, ou pas respectables, ou qui ne tiennent pas compte des valeurs de la Torah, et on va se mettre en avant et vouloir corriger ces choses. Ça s'appelle une tochacha. On fait reproche. Oui, quand votre mari, là, vous avez un problème avec votre mari, vous dites écoute, je suis désolé, ça va pas, et on va lui dire en pleine figure ce qu'on pense de mal de lui, ou ce qui va pas du tout. Mais on va avoir un problème parce que de dire un reproche, c'est pas forcément acceptable pour quelqu'un qui le perçoit, pas celui qui le dit. Voilà. Et donc on va tomber dans un problème de
est-ce que je suis forcément respecté? Vous allez créer un autre problème, c'est que quand vous faites un reproche, il va avoir un souci, votre mari. C'est qu'il va avoir l'impression que finalement, il n'est pas le bon mari. Ça va? Il va se dire, mais si elle me fait reproche, et inconsciemment, oui, inconsciemment, quand vous lui dites ça va pas, lui, il le perçoit comme étant un reproche, pas seulement parce qu'il a raté quelque chose, mais finalement, il n'a pas rendu heureux sa femme. Et donc ça, hein, en tant qu'homme, c'est quelque chose d'effroyable. Donc c'est ça qui est marqué ici. Il y a marqué Lotis n'aille pas ton prochain dans ton cœur, ton frère dans ton cœur, Ochir tochir tamitecha. Alors c'est vrai que dans le langage, c'est bizarre, c'est marqué ton frère, et après c'est marqué ton peuple. Velotis à la frette n'emporte pas la faute. Ça veut dire que si vous faites reproche à quelqu'un, et qu'au final il a honte, oui, ça veut dire que, j'ai dit, mais de toute façon c'est pas grave, parce qu'il faut qu'il ait honte. Il faut qu'il fasse teshuva, parce que ça va pas du tout. Oui, et donc si j'accentue dans la honte, c'est bon, j'ai gagné. La Torah dit ça, c'est une avéra. Ça veut dire que de faire honte à quelqu'un par un reproche barabim, par exemple quand je fais reproche à quelqu'un en public, oui, je pense que j'ai bien fait, parce que c'est ce que j'espérais qu'il ait honte. Ouais, ou qu'elle ait honte de ce qu'elle a fait, comment elle a osé faire une chose pareille, et quand j'accentue la honte, j'accentue la teshuva, et en accentuant la teshuva, je pense que j'ai fait quelque chose de bien. Oui, parce que la honte fait partie des paramètres de la teshuva. Si vous n'avez pas honte, vous ne pouvez pas vous remettre en cause. Oui, c'est-à-dire que les paramètres de la teshuva, c'est quoi? C'est quoi la remise en question? C'est d'avouer sa faute, d'avoir honte de ce qu'on a fait, de regretter ce qu'on a fait et de prendre sur soi par commencer. Mais la honte fait partie des paramètres évidents de la teshuva. Si vous n'avez pas honte, si vous n'avez pas honte au fond de vous-même, si vous ne rougissez pas de ce que vous avez fait de mal, ça veut dire que la chose ne vous a pas touché. Oui, parce que c'est quoi la honte? En quoi c'est fondamental? La honte est fondamentale parce que la honte, c'est le contraste émotionnel entre le bien et le mal. Si vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez honte de vous, c'est que le mal qui se contraste avec le bien vous dérange. Et plus le bien est fort, plus le mal est insupportable. Et là, vous allez voir que vous allez rougir. Ouais. Et si vous ne réjouissez pas, c'est que émotionnellement, ça ne vous touche pas. Parce que de façon rationnelle, on peut faire une teshuva intellectuelle en disant, les féoïs, c'est comme ça, c'est la nature, c'est la vie, on n'y peut rien, c'est comme ça. Au fond, on reconnaît, mais est-ce que notre corps a senti que ça se faisait pas? On n'a pas rougi, on n'a pas eu honte. Ça veut dire que la honte, elle fait partie de la teshuva. Et plus on a honte, et plus on peut s'assurer qu'on ne recommencera plus. Et qu'est-ce qu'on espère? On se dit, si je vais lui faire la honte de sa vie, voilà, devant tout le monde, je vais lui dire, écoute, je vais profiter qu'il y ait du monde, je vais dire, écoute, regarde comment tu me parles, et je vais lui faire un scandale devant tout le monde, je lui mets un beau petit paquet, là, il va s'en rappeler toute sa vie. Bon, mais est-ce que ça va marcher? Hein, il va être traumatisé. Est-ce qu'il va dire, oui, ma femme elle a raison, évidemment que c'est comme ça que ça se passe? On va tomber dans un autre problème, c'est l'oticum et l'otitor. Ça veut dire qu'on va l'oticum, on va vouloir se venger. L'otitor, on va tenir de la rancune. Et Rashi explique ici, c'est quoi l'oticum et l'otitor? Comment ça s'exprime? Alors Rashi explique comme ça, il dit, l'oticum, Amalo, Ishani Maglecha, il dit, tiens, prête-moi ta faucille. Oui? Amalo lave, il dit non. Il dit, quelqu'un lui dit, prête-moi ta faucille. Il a dit non. Les Machar Amalo, Ishani Kardomecha, le lendemain, celui à qui on a demandé la faucille, il vient voir, il dit, prête-moi ton marteau. Amarlo, Eni Meshal Echa Kedresh Tishatani. Il dit, je te le prête pas comme tu m'as pas prêté. Zoï Nekima. Ça, c'est de la vengeance. Ça veut dire, si quelqu'un me dit, il me dit, le lendemain, il me dit, tiens, elle est bonne celle-là. Et je lui ai demandé sa faucille, il m'a refusé, il me demande mon marteau. Elle est bonne. Eh non, je te la prête pas, je te prête pas mon marteau. Pourquoi? Tu me prêtes pas ta faucille, je te prête un marteau. Ça, c'est Asur Binat Torah. Ça s'appelle de la vengeance. Et Zoï Netira, c'est quoi la rancune? Amarle Shalni Kardomecha, il dit, prête-moi ton marteau. Amalo lave. Il a dit, non, je prête pas mon marteau. Les Machar Amalo, Ishaleni Maglecha. Le lendemain, il dit, tiens, toi, prête-moi ta faucille. Amalo, il dit, il dit, Amalo, Alecha. Il dit, voilà, prends-la. Prends, je te prête ma faucille. Il dit, Kamotra, il dit, je suis pas comme toi. Ouais, chez le Shaltanizo. Ouais. Moi, je t'ai demandé ton marteau, tu m'as pas prêté. Mais moi, tu vois, je suis pas comme toi, je te prête ma faucille. Ça, c'est de la rancune. Ouais. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on éduque les gens. Mais en vérité, au fond, c'est parce qu'on a de la rancune derrière. On a dit, tu vois, je suis pas comme toi. C'est-à-dire que ça m'est resté dans le cœur. C'est Bilvavecha. Oui.
Et c'est vrai que c'est compliqué des fois, parce qu'en couple, c'est permanent. Ça veut dire que tu me rends service, on se rend service, ou alors je vais éduquer mon mari, je vais éduquer ma femme, et je vais dire, bah non, tu vois, j'ai pas apprécié ce que tu m'as fait la fois dernière, bah, moi aussi je fais pas, comme ça tu vas bien comprendre que... Et en fait, on se rend pas compte que on va tomber dans de la nekima, dans la vengeance, on va tomber dans la rancune, parce qu'on n'a pas été en mesure de respecter la personne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on va faire des reproches. Et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on souffre de quelque chose et on a envie de dire à la personne que ça ne va pas. Et on pense qu'on rend service en lui disant la vérité. Et qu'est-ce que ça va entraîner pour celui qui va l'entendre? Hein? Ben, il va résister à ça, il ne va pas vouloir accepter. Alors comment on fait? C'est ça le problème. Comment, hein? Je pensais à un désespoir, le fait de marquer un point négatif. S'il entend ce que sa femme lui dit, ça peut créer une tristesse en lui, peut-être. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut bien lui dire un jour, non? Dans une approche positive, Ah, avec comment? des choses optimistes. Ah, c'est ça, mais c'est compliqué. Parce que quand on n'est pas touché de façon objective, ça va, mais quand on a été frustré, quand on a été vexé, quand on a été. Voilà, ça, quand les émotions elles sont présentes, c'est dur à dire. Hein? Comment on fait? Alors. Peut-être sur le moment, mais à froid. Quoi? On parlait à froid quand... Bah, ça dépend comment vous réfléchissez au départ. C'est ça le problème. Regarde, je vous explique une chose. Voilà. Imaginez, voilà, on apprend par exemple de Yosef. Bon, Yosef, il avait 17 ans. Et c'était un jeune homme, il a toujours rêvé de ses frères qui se prosternaient à lui. Bon, a priori ça n'a pas été bien accepté, ouais, parce qu'ils ont dit voilà, vous êtes des gerbes fanées qui se prosternaient devant moi, qui se pliaient devant moi. Ou bien il est arrivé d'étoiles, ouais, de 11 étoiles qui se pliaient, qui se prosternaient devant lui. Alors ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, Qu'est-ce que ça sous-entend quoi tout ce que tu nous racontes? Et ça a été mal jugé. Ça a été mal pris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de condamner Yosef. Parce que ils ont traduit ça comme étant une rébellion contre la royauté de Yehuda qui était censé être le roi d'Israël. Yehuda. Comment Yehuda il va se prosterner à Yosef? Ce qui est incompréhensible. Et ils ont dit c'est pas possible. Donc ils ont traduit ça comme étant une rébellion. Et ils ont dit ben, quelqu'un qui se trouvait être contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort, c'est comme ça. Donc ils ont dit on va le condamner à mort. Il avait 17 ans, il a été chassé de chez ses parents, vendu finalement esclave. Esclave, ça veut dire que oublie tes rêves. Oui, un esclave, qui veut dire un esclave, un roi, un esclave. Il a été chassé de ses parents, à 17 ans, il a été vendu esclave, ça veut dire pas pour de l'argent, il n'y a pas eu un kidnapping, où les gens avaient dit, bah ouais, les gens ils m'ont kidnappé pour ce que je veux représenter. Non, non, c'est ses propres frères qui l'ont vendu. Je sais pas si vous mettez-vous à sa place 2 minutes. Oui. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il est parti en Égypte. Il a pleuré là-bas. D'abord, il a failli mourir dans un trou, parce qu'ils l'ont mis dans un trou, il y avait des serpents, il a failli mourir. Ils l'ont finalement sorti, il a été vendu esclave à 4 fois vendu esclave, parce qu'il s'est retrouvé en Égypte. Et arrivé en Égypte, l'endroit le plus corrompu de la terre, il arrive là-bas à 17 ans. Qu'est-ce qu'il va devenir ce garçon? Et finalement, il a été racheté par un ministre, le ministre des bouchers là-bas, qui était Potiphar. Et il arrive là-bas, il travaille là-bas, et la femme de Potiphar, elle va consulter des cartomanciennes, ou je sais pas, des astrologues, et il dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cet homme? Il dit, ben, avec cet homme, tu vas avoir des enfants. Elle dit, ah bon? Donc elle fait, elle est Shem Shamaïm, elle essaie de le séduire. Quand c'est Rachidi là-bas, vraiment, elle essaie de le séduire. Elle dit, ben, en fait, elle s'est juste trompée, que c'était pas elle, c'était la fille adoptive qu'elle avait adoptée, qui était Osnat, qui était la fille de Dina. Et quoi? Et donc elle essaie de le séduire, ça elle se change 3 fois par jour, pendant 1 an. Des épreuves comme ça, il a eu des épreuves. Après, bon, finalement, elle a prétexté qu'elle a été abusée par lui, elle a regardé son vêtement, elle l'a envoyé en prison, il a passé 10 ans de sa vie là-bas. Il a vu le Sarat Amashkim, il a dit Minash Shamaïm, Hachem, il a écouté mes prières, il a vu des ministres arriver dans sa prison, dans sa cellule. Et ils avaient des problèmes, ils étaient tristes, ils disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, ben, on a fait un cauchemar. Il dit, mais un cauchemar, mais je suis un psychanalyste extraordinaire, donc c'était sa fonction essentielle. Yosef, les rêves, c'était ça. Et il leur a expliqué les rêves, et il a dit, écoute, au Sarah Mashkim, il dit, écoute, regarde, tu vas sortir, je t'en prie, dans 3 jours, rappelle-toi de moi et mentionne-moi près de Paro pour me dire que je suis innocent. Et l'autre, il a carrément oublié, il a passé encore 2 ans de sa vie en prison, 12 ans de sa vie dans un trou, quoi. Voilà. Bon, maintenant vous êtes Yosef. Voilà votre histoire. Bon, vous attendez, et voilà, et 9 ans plus tard, vous voyez vos frères arriver. Les cocos. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Kalachnikov. Attendez, 12 ans de votre vie. Finalement, tout ça c'était faux. Parce que vous avez bien compris que finalement, c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte.
Bon, un problème d'interprétation. Ils se sont trompés dans l'interprétation. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ils arrivent, là, et voilà, on vous annonce que les enfants de Yaakov Avinu, ils arrivaient par des portes différentes. Je sais pas, moi j'aurais été à sa place, je les aurais incendiés, quoi, direct. Quoi. Comment vous avez osé, vous avez vendu, esclave, voilà tout ce que j'ai dû subir à cause de vous. Et grâce à Dieu, bon, je suis arrivé, mon rêve se réalise grâce à Dieu, mais vous, comment vous avez osé faire ça? Bon, il aurait mis en prison 50 ans de leur vie, je sais pas. Ah ben non. Hein? C'est le sait. Comment? Il a la Emouna, il savait que c'était... Non mais humainement. Oui, non, pas à notre niveau à nous. Non, humainement. Non mais il faut comprendre. L'intérêt, c'est pas de dire qu'on va lui faire un piédestal ou une statue, hein, Yosef. C'est de comprendre comment il a réussi. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ça le Limoud Torah, c'est de comprendre. Hein? Le fait qu'il les a envoyés pour qu'ils ramènent leurs frères, etc., est-ce que dans sa tête, il s'est pas quand même dit, moi je vais pas leur faire le même coup qu'ils m'ont fait à moi? Il aurait pu avoir de la rancune, évidemment, de la vengeance, évidemment. Mais comment il a réussi à se retenir? C'est ça que je veux comprendre. Ouais. Parce que pour lui, c'est le projet divin. Il se dit, c'est Dieu, tout est guidé par Dieu, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Mais comme ça se passait comme ça, avec la Vera. La Vera, c'est comme ça qu'il voulait, lui. Non. Hachem, il voulait qu'il y ait des Avérotes, qu'il le vende d'esclaves. Il voulait ça, Hachem? Non. Bah, c'est sûr que non. Donc il peut dire, bah, c'est des riches, mes frères, quand même, non? Et comment on va faire avec ça? Hein? On dit pas Minashameim quand c'est comme ça. En général, on est tellement, c'est tellement effroyable ce qu'on vit. On dit, attends, Minashameim, je veux bien, mais pas de cette manière. Et donc on en veut aux gens qui nous ont mis dans une situation pareille. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment on se sort de ce problème? Ouais. Il y a deux problèmes. Un, comment je le subis. Et deux, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Ou j'ai rien à faire pour eux. Ils vont aller en prison et ça ira très bien. Hein? Bon. Au début, il leur a dit, vous êtes des espions. Hein, comment? Rien faire, c'est bien aussi. Comment? Rien faire. Ah, c'est pas possible. Parce que vous allez garder de la rancune. Il faut que ça sorte. Non? Non, mais... Oui, de façon théorique, vous pouvez. Mais vous allez combien d'années encaisser? Je sais pas, rester froide, quoi, rien faire. Ah, froid, c'est pas possible. Ah, vendu esclave, avec des années de prison, comment il va rester froid? Non, il aura joué un tour quand même avec Binyamin. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Hein? Ah ouais, Binyamin quand même, il s'est mangé avec Binyamin. Alors, on va expliquer avec Binyamin. Déjà, qu'est-ce qu'il a dit au départ? Il a dit, vous êtes des espions. Ouais? Donc, il leur a fait peur, là aussi. Là, ils sont, Il aura mis une pression de fou. Voilà. Ça peut venger, là. Alors, on va expliquer. Alors, il aurait mis une pression de malade. C'est vrai. En disant, vous êtes des espions. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire avec des espions? C'est marrant parce que, écoutez-moi bien, écoutez bien. On a lu la paracha, on a lu la paracha de Shelach Lecha. Oui? Vous vous rappelez ou pas? Il n'y a pas longtemps. Maintenant, on a envoyé des explorateurs en Israël ou pas? Oui. On a envoyé quoi? 12 explorateurs. C'est intéressant, c'était les 12 Vatim. Non? Bon. Parmi les 12 Vatim, il y avait deux enfants de Yosef. Il y avait un qui était le fils d'Éphraïm, qui descendait d'Éphraïm, qui était... Et le deuxième qui descendait de Ménaché, qui était... Évidemment. Il y avait un qui était le fils d'Éphraïm, qui était Yehoshua Binoun. Et le fils de Ménaché, Gadi Ben Soussi. Est-ce que Yehoshua Binoun, il a dit de la Shonara? Non. Mais Gadi Ben Soussi? Ah, si, il a dit. Il n'y a que Caleb Ben Yifouné, qui descendait de Yehuda. Et Yehoshua Binoun qui défendait d'Éphraïm, qui n'a pas fait de la Shonara. Mais dans la Torah, c'est intéressant, c'est marqué Béné Yosef, Ménaché, Béné Yosef, Ménaché, Gadi Ben Soussi. Et c'est marqué Béné Ephraïm, Yehoshua Binoun. Pourquoi il n'y a pas marqué Yosef? Alors là-bas, le Midrash, il dit pourquoi? Parce que Yosef, il a fait de la Shonara. Quand il a raconté à son père ce qui se passait avec ses frères, il a fait la Shonara ou pas? La Shonara sur ses frères. Alors un de ses enfants, il faisait partie des Meraglim. Il dit, vous serez des Meraglim, des explorateurs. Mais pourquoi ils ont été des mauvais explorateurs? Peut-être parce que quand il a raconté son rêve, est-ce qu'ils n'ont pas exploré son rêve? En disant, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Attendez, il a rêvé, soi-disant qu'on allait se prosterner à lui quand Amshol Timshol Bano, tu vas nous régner, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Mais c'est pas possible. Parce que lui, le seul qui peut gouverner sur nous, c'est Yehuda. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploré ses rêves
Ils sont ressortis et ils ont dit, et voilà Youssef qui est arrivé. Et donc ils ont jugé qu'il était condamné à mort. En fait, le problème, c'est que vous avez été des espions. Des Meraglim. Non? Il a espéré que Meraglim, ça marcherait. Pourquoi il a espéré? Parce qu'il savait pertinemment que ses frères, ils réfléchissaient pas comme nous. Quand il nous arrive un truc, on dit pas... eux, ils voyaient tout Minashamaïm. Ça veut dire que tout ce qui leur arrivait, je sais pas moi, ils ont retrouvé les bourses d'argent que Youssef il avait laissées dans les sacoches. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous veut Hachem? Tout de suite, premier réflexe. Et ils ont dit, peut-être que quand Youssef il criait dans le trou, au secours, quand avant qu'on le vende, on aurait dû le vendre, mais on n'était pas sensible à sa souffrance. On aurait dû dire, écoute, excuse-nous de faire ça, mais c'est pas de notre faute, il faut qu'on te vende, on aurait dû être sensible. On n'a pas souffert de sa souffrance. Alors Hachem nous a fait souffrir. Tout de suite, ils ont pensé ça, Youssef. Et quand on a retrouvé la coupe de Youssef dans le sac de Binyamin, ils ont dit, Hachem, il a trouvé ses fauteurs. Tout de suite, ils ont dit, on va devenir des esclaves. Tout de suite, pourquoi? Parce qu'on a vendu Youssef esclave, automatiquement. Et donc ils ont fait ce rapport, Minashamaim, en comprenant qu'ils étaient fauteurs, et instantanément ils ont pensé à Youssef. Instantanément. Ça veut dire qu'ils savaient réfléchir en rapport à leur faute originelle. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous êtes des Meraglim. Ça a marché ou pas? Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas fait teshuva. Non, mais ils arrivent. Non, ça a marché, le plan a marché. Est-ce que quand il leur a dit Meraglim, ça a marché ou pas? Ah non, ils se sont pas. Ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, il dit, je vous crois pas, vous êtes des menteurs. Il leur a mis la pression, vous êtes des menteurs. Bon, ils ont dit, écoutez, vous m'avez dit que vous avez un petit frère, soi-disant un petit frère, je vous crois pas. Mais bon, vous pouvez partir. Il a gardé Shimon en otage. D'accord? Il a gardé Shimon en otage. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand Shimon et Lévi étaient ensemble, ils pouvaient détruire le monde. Donc il a dit, voilà. Donc il a gardé. Et ils sont repartis, ils ont acheté la marché, ils sont repartis. Bon, c'était la famine. Donc ils savaient pertinemment qu'ils allaient revenir. Et donc ils étaient très embêtés parce que il fallait ramener Binyamin. Et qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Il a perdu sa femme, il a perdu Yosef, il a perdu son fils, le dernier enfant qui lui reste de Rachel. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez été lui raconter? Vous aviez un autre frère. Il lui a mis une pression énorme. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont repartis avec lui. Et quand ils sont repartis, vous m'avez pas menti, donc ils sont revenus en Égypte. Vous m'avez pas menti, Chazak ou Baruch, et il les a reçus. Et après, il a fait, soi-disant, il a mis sa coupe là-bas, avec laquelle il faisait des incantations pour savoir l'avenir. Et il a mis là-bas dans la coupe de Binyamin, et finalement... il faut garder Binyamin. Donc je suis désolé. Ils ont dit non, mais nous, on ne pourra pas supporter cette situation. Nous, on sera des esclaves, mais laisse Binyamin rentrer chez lui. C'est pas grave. Il dit non, c'est lui qui a fauté, c'est lui qui a volé, c'est lui que je garde, et vous pouvez rentrer chez vous. Bon, Yehuda il intervient, il dit attendez, Yehuda il vient, il te dit attendez, je sais pas, vous vous rendez peut-être pas compte de ce que vous faites, parce que mon père, il est très malade. Mon père est très vieux. Et le seul enfant qui lui reste de sa femme, c'est cet enfant. C'est-à-dire que si vous prenez cet enfant, vous tuez mon père. Il a dit, bon, oui. Donc si je le garde, je suis un criminel. Il dit, vous êtes un criminel. Je le garde, je suis criminel. Oui. Il dit, mais j'ai pas compris, mais c'est moi, Youssef. Mon père est vivant. Tu savais pertinemment que quand tu m'as vendu, tu pouvais tuer mon père. C'est marrant parce que quand tu prends Binyamin, tu dis, je suis un criminel, mais quand toi tu m'as vendu, tu n'as pas pensé que tu tuais mon père. Comment ça se fait? Vous avez compris ce qu'il avait? Et dans le Midrash Rabbah, c'est marqué comme ça. Il est marqué dans le Midrash Rabbah, Oy lanu miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous du jour du reproche. Que si déjà Yosef, qui était le dernier des enfants de Yaakov Avinu, il a fait reprocher à ses frères, Venivanou Mipanav, ils ont été épouvantés devant ce qu'ils ont vu, alors Hachem, a fortiori. Mais dans le texte, c'est marqué, Oy lanu miyamadin. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous du jour du reproche. On dirait qu'il y a une erreur. On dirait qu'il y a une erreur dans le texte. Il aurait fallu écrire malheur à nous le jour du reproche. Ouais, on nous fait reproche et après on nous juge. Non, c'est marqué l'inverse. Jugement avant d'avoir été reproché. Alors le Rav, il y a le Rav de Brisk, il a expliqué comme ça. En vérité, ce qu'il a fait Yosef, c'est comme ça. Il a fait juger la personne. Dis-moi, je garde ton frère, qu'est-ce que t'en penses? Il a fait juger en disant, mais si tu fais ça, tu es un criminel, tu tues mon père. Maintenant que tu as jugé que c'était criminel que de le garder, alors là, tu peux accepter l'idée que c'est toi qui as été un criminel. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a respecté son frère en le faisant juger d'une situation que lui-même il a pensé être criminel. Et maintenant que tu l'as entendu de ta bouche, alors tu ne peux pas renier le fait que tu as été un criminel.
S'il avait fait l'inverse en disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez te rendre compte, mon père, comment il a dû souffrir pendant 22 ans, il a porté un deuil pareil, comment t'as osé faire une chose pareille. S'il avait dit ça, il a dit, mais c'est de ta faute, c'est à cause de ton rêve et à cause de ton histoire, c'est à cause de toi. Il aurait pu faire ça et ça n'aurait pas marché. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il aurait pu rétorquer pour ne pas être dans la difficulté de ce qu'on lui reproche. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a une manière de faire des reproches qui est d'inviter les gens à juger la situation et pas de les faire juger une situation, et pas de les juger dans la situation. C'est différent. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est comme ça. C'est marqué dans le texte de la Torah que quand ils ont entendu Yosef dire « Je suis Yosef, mon père est vivant », il est marqué « Lo yachlou la'anototo ». Ils n'ont pas pu lui répondre. « Kini vanu mipanav ». Ils étaient estomaqués devant lui. Pourquoi c'était nécessaire d'écrire? Ils n'ont pas pu lui répondre. Mais évidemment, s'ils étaient estomaqués, ils étaient poustouflés, ils n'ont pas pu répondre. Bouche bée. Pourquoi écrire dans la Torah? Ils n'ont pas pu répondre. À quoi ça sert d'écrire dans la Torah qu'ils n'ont pas pu répondre à Yosef? Parce qu'ils étaient épouvantés devant lui. Mais évidemment, s'ils étaient épouvantés, ils n'ont pas pu répondre. C'était simplement, il y avait simplement besoin d'écrire, ils étaient épouvantés devant lui. Ça n'a pas besoin d'écrire, ils n'ont pas pu répondre. Dans le sens de répondre, élément de réponse, justification. Oui, mais pourquoi c'était nécessaire de l'écrire? Pourquoi faire? Il avait qu'à écrire, voilà, ils étaient épouvantés devant lui. Et bon, ils n'avaient rien à dire. Pourquoi c'est marqué qu'ils n'ont pas pu dire? Pourquoi? Et s'ils avaient pu dire? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Peu importe, ils avaient pu dire, ils auraient pu répondre. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Pourquoi la Torah a bien de dire qu'ils n'ont pas pu répondre? Comme c'est qu'on voulait nous dire. Quand vous faites un reproche à quelqu'un, il ne faut pas que la personne puisse répondre. Pourquoi? Parce que si... Comment? Elle a le temps d'analyser, de réfléchir. C'est pas qu'elle ait problème de temps. Il ne faut pas qu'elle réponde. Parce que si elle répond... Après, ça peut y avoir une interprétation. Oui, mais c'est pas grave. Mais pourquoi c'est grave? Est-ce qu'elle n'a pas compris le reproche? Non, c'est pas ça le problème. Si par exemple vous dites à quelqu'un un reproche, en général, qu'est-ce qu'il va vous dire? De quoi je me mêle? Est-ce que moi je me mêle de ta vie, moi? Ça va, alors garde la tienne. D'abord, ou alors, avant de commencer à me demander ce que je dois changer, d'abord change-toi toi, et après on verra. Ça va, etc. Vous connaissez tous les trucs. Bon. Maintenant, il ne faut pas qu'il puisse répondre ça. Pourquoi? Est-ce qu'il faut qu'on soit irréprochable sur ça? Non, en vérité c'est faux, c'est débile. Même si je suis un rachat, je peux dire à quelqu'un qu'il a un problème. Pourquoi j'ai besoin d'être un sadique pour dire à quelqu'un qu'il n'est pas de sadique? Pourquoi? Si c'est émettre, c'est émettre. Seulement c'est un prétexte. Mais pourquoi il ne faut pas qu'il réponde? Parce que s'il répond, qu'est-ce qui reste? Vous avez fait reproche à quelqu'un et il vous a répondu. Il vous a envoyé balader. Qu'est-ce qui reste? Il reste la honte. Ben oui, parce que finalement il a répondu. Donc ce que vous avez dit, ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Et qu'est-ce qui lui reste à lui? Eh bien il lui reste la honte. Un sourd. Vous avez compris ça? Et marqué ne porte pas la faute. C'est pour ça que c'est difficile de faire un reproche. Parce que si je fais reproche à la personne et qu'elle me répond, mais de quoi je me mêle, ou de chez donc finalement, qu'est-ce qui reste? Elle ne va pas faire ce que je lui demandais. Et donc finalement, qu'est-ce qui est resté? Ben, la honte. La mauvaise honte. Parce qu'il y a deux hontes. Il y a une bonne et une mauvaise. La honte de la teshuva, elle est bonne. Et la honte du bisaïens, de la honte qui est la honte, qui est le ressenti de la honte, le regard des autres sur soi. Ça, c'est interdit, ça. Pourquoi c'est interdit? La honte positive, c'est laquelle la honte positive? C'est d'avoir honte de soi. Ça, c'est positif. Comment j'ai pu faire ça? J'ai honte de moi, ça c'est positif. Mais d'avoir eu honte à cause des autres, c'est la source, ça. Vous avez compris? Donc il ne faut pas que je lui fasse honte. Il faut qu'il ait honte. Il faut qu'il ait honte de lui, mais pas que je lui fasse honte. Donc comment je vais réussir à lui faire honte? La bonne, pas la mauvaise. Qu'il ait honte de lui, ou qu'elle ait honte d'elle. Comment je vais faire? Hein? Vous savez pas? Ben c'est dans le respect. Ça veut dire que si Yosef il a respecté ses frères ou pas? Mais vous imaginez s'il a fait ou pas? Moi j'aurais été à sa place depuis longtemps, j'aurais tout cassé. Mais en se retenant, c'est une forme de respect extraordinaire de ses frères. Ça veut dire qu'il avait un objectif dans sa tête, lequel? C'est pas de dire la vérité à ses frères, c'est quoi? C'est de les amener à la vérité. Quand je fais reproche à mon mari, ou je refais reproche à ma femme, le but c'est pas de lui dire écoute, je vais te dire la vérité, et tu vas t'arranger avec.
Il va dire quoi? La vérité? Mais tu rigoles, mais quelle vérité? Mais t'as vu la tienne? Ça va? Et ben, on va jouer au ping-pong. Non. Le but, c'est pas de dire la vérité aux gens. Le but, c'est les amener à la vérité. Si je souffre en tant que femme à cause de lui, je vais lui dire pas la vérité. Je vais l'amener à ce qu'il comprenne la vérité. C'est hyper compliqué. Hein? Ouais, en pratique, c'est Ouais, très C'est compliqué parce qu'on n'est pas habitué. Mais c'est de respecter les gens. C'est dur. Hein, parce que je vous explique comme ça. La vie de couple, c'est pas de vivre ensemble. C'est de conserver un rapport de vie. Ça veut dire comme ça. Depuis le départ. Pourquoi vous êtes mariés? Il y a deux façons de réfléchir. Soit j'ai pas envie de rester seul. Ouais, ça peut être ça. Dire, attends, toutes mes copines sont mariées, moi je suis toute seule, pas envie de rester seul. Ouais. Donc je me marie, il faut que je me marie. Et donc quand je suis marié, je suis plus seul. Et c'est un problème. Parce que maintenant que je suis plus seul, j'ai plus de soucis. Oui, ou bien je dis non, mais je veux me marier parce que je veux vivre avec mon mari, en couple avec mon mari. Mais ça veut dire quoi vivre avec ton mari? Il y a une différence entre j'ai peur d'être seul. Par exemple, si j'ai peur d'avoir faim. Bon, maintenant que j'ai mangé, j'ai plus faim. Donc c'est-à-dire cette peur, elle est oubliée, mais demain, hein, dans 6 heures, j'aurai de nouveau faim. Donc je ne vais pas oublier cette peur d'avoir faim. Mais quand j'avais peur de ne pas me marier, et je passais 20 ans avec mon mari, cette peur, je l'ai largement oubliée. Hein. Maintenant, s'il y a un problème avec mon mari, et j'ai envie de divorcer, j'aurais pas peur. Parce que ça fait longtemps que j'ai plus peur. Vous comprenez? C'est qu'après, je me rends compte que quand je me retrouve toute seule, et j'ai mes enfants, et il faut que je me remarie, et je m'occupe de ça, oh là là, qu'est-ce que j'étais faire de me divorcer? Mais pourquoi j'avais pas ce problème au départ? Quand j'ai faim, je sais que dans 6 heures, j'aurai encore faim. Parce que cette peur d'avoir faim, ou ce désir d'avoir faim, qui est un manque, il va se répéter de façon successive toute ma vie. Mais là, non! Là, j'aurais peur de me marier, j'ai peur de rester seul dans ma vie, mais ce souvenir, quand il va disparaître lorsque je me serai marié et que je vais passer 15-20 ans avec mon mari. Vous avez compris ce que je veux dire? Et si ça ne va pas, j'aurais oublié que d'être seul, c'est un problème. Mais en vérité, ce problème, pourquoi tu t'es marié au départ? Parce que tu en avais marre d'être seul? Ou parce que tu avais envie d'être quelqu'un d'autre avec ton mari? De vivre avec ton mari? Oui? Alors j'ai dit, c'est ça la différence, c'est que si j'ai pas envie, si finalement je suis seul, parce qu'il m'ignore, alors à quoi c'est ça que je me marie? Je lui dis en pleine figure, tu m'ignores, et je lui envoie. Ça va? Mais si je dis non, en vérité, j'ai peur de perdre ce lien. Parce que mon mari, c'est la personne la plus importante de ma vie. Donc j'ai peur de perdre ce lien. Donc comment je vais lui dire? J'ai peur que quand je vais lui dire un reproche, ou quand je vais dire un reproche à ma femme, j'ai peur qu'elle le prenne mal et que finalement ce lien il va se briser à cause du reproche que je vais faire. Comment je vais faire? Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai ce souci dans ma tête. Pas que finalement, de toute façon, comment je vis avec lui ou comment je vis avec elle, de toute façon, elle m'ignore complètement, je suis tout seul. De toute façon. Donc quand j'étais seul, je me retrouve seul à cause de ça. Je veux dire la vérité, vous comprenez ou pas? C'est l'approche du départ qui est très importante. Comment ça se réfléchit au départ? Si je me suis marié parce que j'étais seul et que finalement je suis plus seul, je suis contente, voilà, je suis heureuse, je suis plus seul, ou je suis plus seul, moi, masculin, maintenant j'ai trouvé ma femme, j'avais peur de ne pas trouver, mais j'ai trouvé, tant mieux. Mais je me suis juste marié pour combler un vide, lequel le fait d'être seul. Mais si finalement je me retrouve seul, je vais divorcer. Parce que après c'est pareil. Alors qu'au départ, il fallait comprendre que c'était pas. Le but de se marier, c'était pas de retrouver quelqu'un pour ne pas être seul. Mais non, les deux. Comme c'est qu'il fallait correspondre à un profil social, vous voyez, que il faut se marier, il faut avoir des enfants comme tout le monde, il faut avoir une vie de couple comme tout le monde, voilà, comme tout le monde. Pour faire, donc on est dans une philosophie de cohabitation sociale, mais pas de coexistence. Donc ça veut dire que quelqu'un qui voudrait se marier juste pour ne pas être seul, mais qui ne se marie pas alors? C'est grave. C'est pas qu'il se marie pas, il faut qu'il comprenne qu'il faut se marier, mais différemment. C'est ça qui est important. Pas je me marie pas parce que j'ai peur d'être seul. Vous avez compris? Ou je veux avoir des copines parce que j'ai peur d'être seul. Et qu'est-ce que diront les filles si je suis seul? Ah non, il faut que j'ai des copines. Mais on n'a pas des copines pour être seul, pour ne pas être seul. On a des copines parce qu'on veut créer des liens de fraternité, des liens de... Vous comprenez? C'est ça qui est important. Je me marie parce que ma vie à deux, c'est celle que j'espère atteindre. C'est pas d'être seul, c'est d'être à deux. Donc si je perds l'autre à cause de moi, parce que je ne sais pas comment je vais lui dire, mais il y a un souci, il faut que j'arrive à corriger cet homme ou cette femme qui est avec moi, comment je vais lui dire?
J'ai la peur de perdre ce lien. C'est pour ça que je vais mettre tout, j'ai une façon de l'exprimer, oui, qui va faire que il va accepter parce que je l'ai respecté. J'ai respecté mon épouse en lui disant, je ne sais pas comment je vais te le dire. J'ai peur de perdre ce lien, j'ai peur de te faire un reproche et je sais que tu vas mal le prendre et que ça va briser notre relation. Je ne sais pas comment te dire. Donc si je la respecte comme ça ou elle me respecte comme ça, évidemment, je vais... Il y a des choses qu'on a du mal à dire. Oui. On a du mal à dire à son mari qu'on l'aime. Voilà. Que je suis la femme la plus heureuse avec toi, ça se dit pas. On ne dit pas ça à son mari. Mais pourquoi pas? Je veux dire, vous comprenez? Un homme, il a besoin d'être rassuré. Quand je vous parlais de rassurer son mari ou de rassurer sa femme, c'est pareil. Qu'il faut savoir dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire. On est dans un monde de oui, oui. Non, non, c'est comme ça que ça doit se vivre. Oui. Qu'un homme, il a besoin d'être rassuré de voir que sa femme, elle est heureuse avec lui. Il dit, ben écoute, je voulais te dire, voilà, je suis très heureux avec toi. C'est sûr que ça va booster sa relation. Ils se doutent bien que c'était pas le cas, on serait déjà parti. Comment? Ils se doutent bien que c'était pas le cas, on serait déjà parti. J'ai compris, j'ai compris. C'est exactement, vous avez raison, c'est comme un mari, quand vous faites un super repas, s'il mange, c'est que c'est bon. Hein? Ou qu'il a faim. Et ça va, vous êtes contenté, ça va, vous êtes contente? Vous auriez préféré qu'il vous dise, bah, tu sais quoi, t'as fait un super repas, je suis très heureux avec toi, qu'est-ce que vous auriez préféré? Si vous dites rien, vous direz, bah, tiens, la prochaine fois, je vais faire un petit sandwich, tu vas comprendre. Donc c'est pas d'être dans le constat, c'est d'entendre que, ah bah tiens, il a apprécié ce que j'ai fait pour lui, parce que vous vous êtes donné pour lui. Et lui, il va dire, bah oui, bah c'est normal, je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Mais s'il manque du sel, je vais vous dire, il manque du sel. Voilà. Mais on n'est pas contenté de savoir qu'il est heureux. Je dis, bah oui, bah si je dis rien, c'est que... Non, il faut que ça s'entende. Vous avez compris? C'est très important. Parce qu'un homme, il va être rassuré que sa femme est heureuse avec lui. Et une femme est rassurée que son mari l'entend. Elle écoute ce qu'il dit. Elle écoute ce qu'elle lui dit. Par exemple, si une femme, elle se plaint de ce qu'elle a fait dans la journée, il peut dire, mais écoute, arrête de me parler de tes problèmes, moi aussi j'en ai des problèmes, tu n'as pas besoin de me raconter ta vie. Ou alors je veux dire, ben oui, t'as eu quoi, c'est quoi ton problème? Elle veut simplement créer ce lien avec son mari. C'est ça qu'elle espère. Donc elle va lui dire ce qui ne va pas chez elle, ou ce qui ne va pas dans sa vie courante, mais c'est pas pour lui raconter sa vie. Un homme, il n'ose pas dire à sa femme, il ne va pas l'accabler alors qu'elle a des soucis personnels, de lui rajouter les siens. Un homme, il a cette pudeur, entre guillemets, de ne pas lui rajouter. Une femme, elle n'a pas ce problème. Mais pas pour la même raison. Pas pour la même raison. Elle veut dire, j'espère qu'il est avec moi. Et l'autre, il veut dire, ben, j'espère que je la rends heureuse. Ça n'a rien à voir. Mais quand on vit dans une forme de cohabitation de couple, on n'est pas dans le souci de l'autre. Tu joues ton rôle, je joue le mien. Et si tu joues pas ton rôle, je suis désolé, je te le dis en pleine figure. Et l'inverse aussi. Mais ça, c'est de la cohabitation. On vit pas dans une entreprise. Un couple, c'est pas une entreprise. Alors que les gens, ils vivent dans un couple, dans une entreprise. Donc quand ça va pas, je le dis en pleine figure, il n'est pas content, c'est pareil. Et je me débrouille, et puis il se débrouille avec ses problèmes. Alors que j'ai pas... Non, c'est pas ça, il faut créer la relation. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce souci de peur de briser. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris une chose, qu'on ne vit pas seulement sur la terre jusqu'à la fin de sa vie avec sa femme et son mari, ça va durer l'éternité. Cette neshama-là, elle ne peut pas se dissocier. Vous comprenez? Il faut commencer à rentrer dans des notions plus spirituelles, de dire qu'une vie de couple, c'est juste un moyen d'arriver à associer une neshama. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai peur de me séparer de l'essentiel de ma vie. Donc comment je vais lui dire alors? Ça va? Et les gens ils disent, bah écoute, qui comprenne tant mieux, s'il ne comprend pas, bah tant pis, c'est pas grave, on divorcera, j'en sais rien moi. Les gens ne se rendent pas compte. Oui. Et comme ça fait longtemps qu'on a perdu la notion de la solitude, je dis, ouais, t'inquiète pas, je préfère vivre seul que vivre à deux, et je suis toujours mieux, ça sera toujours mieux seul que de vivre en couple avec un fou furieux. Je dis, peut-être t'as raison, ouais. Mais est-ce que tu as mesuré la différence? Vous avez compris la différence? Parce qu'on a oublié. Voilà, on a oublié. Et ces notions d'oubli, elles font que malheureusement, on arrive à ne pas à se dire, bah, de toute façon, ça sera toujours plus facile autrement. Alors, on n'est pas dans le respect. Vous imaginez que Yosef Hatzadik, il a caché à son père qu'il était en Égypte. Parce que quand il est devenu vice-roi d'Égypte, il avait 30 ans. Ils sont arrivés en Égypte, il avait 39 ans. C'est-à-dire pendant 9 ans, il a privé son père de savoir qu'il était vivant. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Non, je rigole. C'est comme ça. Ça veut dire comme ça. En fait, il a eu peur de deux choses. Ouais, oui, parce qu'il a pas. Comment c'est qu'il n'a pas téléphoné? Vous allez me dire, il n'y a pas de téléphone. Comment il veut? Hein? Bien sûr, un courrier. Bien sûr. Alors là-bas, il y a deux explications. Il y a le Ramban et le Balei HaTosfot. Le Ramban, il explique, il dit que s'il avait dit à son père qu'il était vivant, son père, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Rentre à la maison. Mais lui, il avait besoin de réaliser son rêve.
C'est-à-dire, en fait, l'objectif de Yosef d'être roi d'Égypte, c'est pas d'être roi d'Égypte, parce que d'enrichir l'Égypte, c'était pas son but personnel. C'était d'arriver à réaliser la promesse qu'Hachem a faite à Abraham, qu'on sortirait Berichush Gadol. Donc il fallait enrichir l'Égypte, pour qu'on puisse réaliser la promesse d'Hachem, qu'on sortirait des grandes richesses. Oui, donc il dit, si papa il me demande de rentrer, je ne vais pas pouvoir réaliser mon rêve, c'est pas possible. Et ça, c'est une autre explication, c'est qu'est-ce qu'il aurait dit à son père. Hein? Il dit, si j'étais là, voilà, mes frères ils m'ont vendu esclave. Quoi? Non, je crois que ça, c'est... Il n'aurait pas perdu un enfant, il aurait perdu 10 enfants. Et alors il les a protégés. Ça, c'est l'explication, deuxième explication. C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé de courrier. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est comme ça. Quand il a voulu se révéler à ses frères, alors qu'il ne savait pas que c'était Yosef, il a demandé à tout le monde de sortir. Maintenant, pourquoi? Parce que Rachid explique là-bas qu'il n'a pas voulu faire honte à ses frères en faisant savoir qu'il était Yosef et que tout le monde aurait entendu et l'aurait su devant eux et ça aurait été honteux pour eux. Donc il a dit, je préfère que tout le monde sorte. Mais le Midrash Rabbah, il dit qu'il a pris un risque énorme. Parce que quand il a demandé aux gens de sortir, il aurait pu le tuer. Mais non, tout ça, écoutez-moi bien, mettez sur la balance tous les sacrifices personnels qu'il a fait, toute la souffrance qu'il a dû subir, qu'il a dû accepter malgré tout pour essayer de sauver ses frères. Il aurait pu tout perdre au détriment de quoi? De la honte qu'il aurait pu leur faire s'il avait dévoilé ça devant les autres. Qu'est-ce qu'il a préféré? Il a préféré mourir. Vous avez compris ça? C'est énormissime. Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'il vaut mieux mourir que de faire honte aux autres. Comment dire que Tamar, elle a dit, quand elle a été enceinte et que Yehuda, il a décrété, il faisait partie du Beddin, il y avait Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu et Yehuda dans le Beddin de l'époque, ouais, ils avaient décrété, condamné Tamar à mourir. Ouais, elle était la fille de Shem, et c'était une fille de Cohen, elle devait condamner à mort, un acte d'adultère, c'était condamné à mort. Et donc, elle a dit, écoutez, s'il reconnaît à qui est ce bâton, et à qui est cette bague, et à qui est cette tzitzit, voilà, sinon je préfère mourir. Elle a dit, je préfère mourir, c'est pas grave. Au lieu de dire, mais attendez, j'ai pas compris, oh là, ça va pas, attendez, j'espère qu'il va reconnaître. Vous avez compris? Attendez, je suis désolé, je ne vais pas mourir pour lui. Non, il va reconnaître, c'est lui qui l'a fait, c'est de lui qui est le père de ses enfants, il va reconnaître, elle va lui mettre la pression. Non, elle n'a pas fait ça. Pourquoi? Et lui, c'était dur de reconnaître? Oui. Évidemment. Il a dit Tzadka, elle a raison, de moi sont ses enfants. Mais à votre avis, pourquoi il a accepté de dire ça? Non, parce qu'elle a accepté de mourir au cas où il Ah oui. Mais elle lui a fait un caveau de fou. Elle a fait un caveau de fou furieux, quoi. Parce que si elle avait dit, tiens, c'est voilà les bâtons. Tiens, j'espère qu'il va reconnaître. Tiens, Yuda, voilà, c'est moi. Voilà, c'est moi. Il aurait dit quoi, c'est toi? Mais lui, il aurait pu mentir en disant, mais oui, c'est mes bâtons, mais c'est pas de moi, donc ses enfants. Je sais pas de moi. Elle m'a volé, c'est mon bâton, elle l'a volé. C'était facile. Pourquoi ça aurait été facile? Parce que quand on met quelqu'un en affront pareil, il va vouloir mentir pour se défendre. Faut pas qu'il réponde. Vous avez compris ce qu'elle a fait? Elle a fait un cavode. Parce que quand on répond, en fait, c'est soit par rancune, soit par vengeance. On n'a pas le droit de se venger. Quand on répond, en fait, on dit quoi? Mais de quoi je me mêle? Mais en fait, parce que quelque part, on a été vexé. Mais ça, je ne peux pas l'encaisser. Parce que moi, je suis quelqu'un de bien. Ah, toujours que des problèmes, hein, que des problèmes. Elle me dit toujours ou il me dit jamais, ou elle me dit jamais des choses bien de moi, mais toujours des problèmes. C'est bon, il y en a marre. Et donc on va se venger, ou on va renvoyer la balle. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'on puisse répondre, mais on ne peut pas répondre quand on est respecté. Vous avez compris? J'ai honte de dire, parce que avec le respect qui est celui de Yosef vis-à-vis de ses frères, au lieu de se venger contre eux, il leur a fait tout ce stratagème avec Binyamin, mais c'est extraordinaire. Ça va tellement loin, que c'est marqué là-bas, que quand il s'est dévoilé à ses frères, il est tombé sur le coup de Binyamin. Et Binyamin, il a pleuré sur le coup de Yosef. Et là-bas, l'Agmar dans Megillah, elle dit que pourquoi le coup de Binyamin et de Yosef, pourquoi ils ont pleuré? Alors on dit, ils ont pleuré parce qu'ils se sont retrouvés, ils sont frères du même père et de la même mère, évidemment, c'était extraordinaire. Il dit non, ils ont pleuré, Binyamin a pleuré parce qu'il a vu que le Mishkan Shiloh, qui a été construit, qui est un sanctuaire en attendant qu'on ait le Beth Amikdash, il a été construit sur le territoire de Yosef.
Et le Beth Amikdash, les deux Beth Amikdash ont été détruits, ils ont été construits sur le territoire de Binyamin. Quand ils ont vu la destruction du temple, ils ont pleuré. Et après, ils ont pleuré. Qu'est-ce que ça a à voir avec la situation du moment? Parce que pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? La haine gratuite. Et là, c'est pareil. La haine gratuite de qui? Ben, de ses frères. C'était gratuit ou pas? Maintenant, lui, il pensait que ça avait été entériné. Il a fait tchouva. Oui, non. Et finalement, ça a duré et la teshuva a duré et jusqu'au Beth Amikdash numéro 2. Mais après, c'est reparti. Il restait quelque chose. Il a pleuré de voir que ça avait échoué. C'est-à-dire que ça a marché, mais pas jusqu'au bout. Ça va? Parce que, et pourquoi le territoire des Binyamin? Parce que c'est qui a fait le shalom entre ses frères? C'est qui a fait le shalom entre Yosef et ses frères? Ben c'est Binyamin. C'est grâce à lui. Alors le Beth Amikdash, il va être sur le Binyamin. Sur le cou de Binyamin. C'est quoi le cou? Le cou de Binyamin. Le cou, c'est ce qui lie le corps et la tête. C'est qui la tête? Ben c'est Hachem. C'est qui le corps? Ben c'est Klal Israël. C'est qui le cou? Beth Amikdash. C'est pour ça que Binyamin, qui a été l'intermédiaire, normalement, ça aurait dû être Yosef, qui aurait dû être le véritable intermédiaire pour faire le shalom avec ses frères. Mais quand il a dit vous êtes des Meradim, ça n'a pas fonctionné. Donc il n'aura que le Mishkan Shiloh. Par contre, Binyamin, ça a marché. Alors le Beth Amikdash, il va être reconstruit dans son territoire. C'est lui qui a fait le shalom entre ses frères. Mais il faut apprendre à faire le shalom. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait reproche. Il a fait un reproche qui est un rapproche de shalom. Vous avez compris? C'est-à-dire dans la transparence de Yosef. Dans la transparence. Yosef, il ne s'est pas mis en avant en disant mais vous avez vu ce que moi j'ai fait, blablabla. Il s'est mis en avant. Non, il s'est mis en recul. Dans l'intérêt de permettre à ses frères de faire teshuva. Et je pense que c'est très important de comprendre qu'on comme si que ce qui nous est arrivé n'a de sens que pour se corriger. Vous avez compris? Quand on vit une vie de couple, en fait, on sait pertinemment que ce qui horripile mon mari, c'est ce que je ne sais pas faire. Et ce qui m'horripile, c'est ce qu'il ne sait pas faire. Mais c'est Mina Shamaim. Pourquoi faire? Pas pour dire, mais mon mari, il est fou, il est bête, il ne comprend rien. Non, si tu as de l'empathie, tu aimes ton mari, tu vas dire, bah, comment je vais l'aider à se sortir de ce problème. Et si un homme, il aime sa femme, il dit, mais il y en a marre, tu as les mêmes erreurs, les mêmes machins. Non, si tu aimes ta femme, tu vas dire, bah, la pauvre. Vous avez compris ou pas? C'est ça la différence. Et donc, ça veut dire qu'on fait du shalom. C'est quoi le shalom? C'est retirer son kavod et être capable de pouvoir transmettre des compétences pour rétablir une carence. C'est pareil. Mes frères, ils m'ont haï, mais ils sont trompés, les pauvres. Alors, je vais leur expliquer comment ça doit se comprendre et comment ça va se vivre. J'ai l'empathie de la méconnaissance. Pas, je dis, mais comment ils ont pu être aussi bêtes pour me haïr et détruire le Klal Israël de cette manière? Vous comprenez? Donc, il y a deux façons de réagir, mais c'est toujours comme ça. Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour lui? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour les autres? C'est vous qui décidez. Je le fais dans l'intérêt parce que mon mari et moi, c'est pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est-à-dire que si on n'est pas équilibré soi-même, si on ne s'aime pas soi-même, comment voudriez-vous qu'on arrive à aimer les autres? D'abord, aime-toi, d'abord. Construis-toi, sois clair, sois équilibré. Et comprends en quoi ce que les Hachem t'apporte t'équilibre. Tu es content, tu es heureux de toi. Alors, si tu sais pourquoi, tu vas pouvoir le retrouver chez les autres. Mais d'abord, aime-toi toi-même. Il faut apprendre à s'aimer pour aimer. Mais les gens souvent qui sont critiques, c'est des gens qui ne s'apprécient pas eux-mêmes. Ils ne savent pas voir le bien chez soi-même, alors ils n'arrivent pas à le voir chez les autres. Mais peut-être d'abord, il faudrait peut-être apprendre à appréhender d'abord l'amour de soi. Ça veut dire de s'aimer, de s'apprécier pour ce que nous sommes, de rechercher en nous ce qui fait de nous des êtres exceptionnels, peut-être, pour arriver à l'envisager chez les autres. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose aussi, il faut apprendre à comprendre que d'aimer comme soi-même, c'est tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu ne supportes pas. Alors n'engendre pas chez les autres ce que tu ne supportes pas toi-même. C'est-à-dire que si tu avais été l'autre, tu aurais aimé qu'on te dise comme ça, comme toi-même. Si quelqu'un faut te reprocher à quelqu'un, vous lui envoyez en pleine figure quelque chose. Mais si c'est toi qui avais dû le subir, tu aurais aimé qu'on te dise comme ça? Tu aurais aimé ou pas? Non. Alors pourquoi tu dis aux autres? Comme toi-même. C'est comme toi-même. C'est-à-dire que tu aimeras comme toi-même. Tu aimeras, tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu ne supportes pas. Alors ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. C'est pareil. Parce que si ça avait été toi, comment tu aurais aimé? Non. Le problème, c'est qu'on a du mal à se mettre dans la position de celui qui va subir ce qu'on lui propose. Parce que il faut qu'il ait
Parce qu'on est soi-même sans être les autres. Alors, la Torah dit d'aimer comme soi-même, c'est ça là que je sais que j'aime. Quand est-ce que je sais? Quand j'ai le souci de savoir que si ça avait été moi, est-ce que j'aurais aimé qu'on me le dise comme ça? Non. Alors, tu vas l'aimer comme toi-même. Mais c'est ça, aimer. Il dit, mais moi j'aime mon mari, je lui dis en pleine figure, comme ça il va comprendre, et au moins on va bien s'aimer là, il va bien comprendre. J'ai compris, mais tu verras qu'il ne va pas t'aimer, au contraire. Ou ta femme c'est pareil, quand tu vas lui dire la vérité, oui, encore une fois, c'est pareil. Tu vas lui dire la vérité, je vais lui dire la vérité, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il faut que ça se règle. La fille, elle sait même pas quoi faire. Vous avez compris? C'est pas ça aimer. C'est d'amener à ça, vous avez compris? C'est ça que je vous ai expliqué, je dis que dans un couple, il ne faut pas aimer, il faut être aimé. Si tu veux être aimé par ton mari et tu veux être aimé par ta femme, tu veux être aimé. Mais si tu lui dis ça, elle ne va pas t'aimer. Si tu lui dis ça, il ne va pas t'aimer. Tu le sais bien. Mais il faut être aimé. Alors comment je vais faire? Pour malgré tout, je sais que c'est un paradoxe, parce que quand je fais reproche à quelqu'un, il va forcément pas m'aimer, parce qu'il n'aime pas entendre des reproches. Comment je vais réussir à ne pas casser cet amour sous prétexte que je lui dis un truc qui va risquer de briser? Ah, comment je vais faire? Il faut que je reste aimé par mon mari ou par ma femme, tout en sachant qu'il faut que ça change. Et comment je vais faire? Vous avez compris? Comment Yosef, il va continuer à penser qu'il y a un lien de fraternité qui va continuer à vivre, alors qu'il va leur dire en pleine figure qu'ils ont été des Rishaïm. Vous avez compris le problème? Si je dis, mais je m'en fiche, c'est pas mes frères. Marqué l'otisna et ta richa. Tu peux pas haïr ton frère. Ça veut dire qu'il doit rester ton frère. Et s'il reste ton frère, tu peux pas le haïr. C'est pas possible. Il faut qu'il soit ton frère. Donc au départ, il faut construire cette fraternité pour arriver à respecter le côté fraternel. Il faut que tu construises le côté féminin pour respecter ta femme. Il faut que tu construises ce côté masculin chez toi pour respecter ton mari. Et à partir du moment où c'est établi, alors tu as peur de casser ce lien. Ce que n'a pas eu, on va dire que Evel, ce que Caïn n'a pas réussi à faire. Caïn n'a pas réussi à faire. Quand Hachem il demande à Caïn, il dit où est Evel ton frère? Est-ce que je vais attendre? Mais quand il fait quoi la question d'Hachem? Il est où Evel ton frère? Quand il ne savait pas, Hachem où il était? Ouais. Il dit non, il est où Evel? Il est où chez toi Evel? Il est où cet homme? Si tu l'avais défini, tu l'aurais tué? Ben non. Mais comme il ne servait à rien, alors il n'a pas de nom, alors de toute façon je me débarrasse de rien. Mais si tu as fait définir cet homme, donne-lui un nom. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ton frère il s'appelle Evel, qu'est-ce qu'il a de spécial? Tu t'appelles Cain, tu t'appelles Evel, mais si tu t'appelles Cain, c'est pourquoi? Et si tu t'appelles Evel, c'est pourquoi? C'est quoi qui le définit cet homme? Alors essaie de trouver une définition. Et quand tu verras qu'il est différent de toi et qu'il y a un apport différencié de ce qu'il est-ce que tu vas le tuer? Ben non. Mais il est où Evel ton frère? Vous avez compris? Il est où chez toi Evel? Il n'existe pas. C'est pour ça que tu l'as tué. Ou alors il est où Achicha? Evel Achicha. Evel ton frère. Si tu avais développé ce côté fraternel, la fraternité, oublie la notion de lien de contenu de la fraternité. Mais la fraternité, c'est ton frère. Vous êtes issus du même père, de la même mère. Cette fraternité, tu l'aurais créée, tu l'aurais tué. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut créer des liens familiaux, la fraternité. Et il faut créer des liens de contenu. Qu'est-ce que ta femme a de spécial? Qu'est-ce que ton mari a de spécial? Pourquoi tu l'as épousé? Si tu sais pourquoi, il a quelque chose de pas. Respecte ce qu'il est. Respecte la spécificité de l'autre. Et si ta femme c'est pareil, respecte ça. C'est pas pour rien que tu l'as épousée quand même. S'il n'y avait pas grand chose, alors tu aurais pas dû l'épouser, tu t'es trompé. Mais s'il y a quelque chose qui a fait que tu t'es marié avec elle, c'est qu'elle avait une spécificité que tu as manifestement pas trouvée ailleurs, qui fait que tu l'as épousée elle. Respecte ce que tu as épousé. Voilà. Cette spécificité-là, respecte-la. Ça c'est Evel, c'est son nom. C'est ça. Ta femme, voilà. Elle a un nom, ta femme, c'est ça. Respecte ce qu'elle est. Mais pour ça, il faut d'abord apprécier, être capable de faire ce travail sur soi. Ça veut dire que je sais ce que j'apprécie de bien chez moi, pour être capable de le retrouver chez les autres. Le même travail que tu fais pour toi-même, ouais, et ben fais-le chez les autres. Voilà. Ta femme, tu sais qu'elle a un truc spécial, ça, ok. C'est ça marque de... C'est ce qu'il la reconnaît. Et toi, pareil. Ton mari, c'est pareil, au tout d'abord. Tu vas voir chez lui quelque chose, c'est pour ça que tu l'as épousé, parce qu'il était spécial. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça qui va orienter notre respect. Pas qu'on dit, bah tiens, j'étais intéressé à la spécificité. Mais si je ne la retrouve pas, ou c'est déséquilibré parce que j'ai des reproches à faire, sur la balance, oh là, il a perdu la valeur. Donc il faut qu'il retrouve la valeur, je vais lui dire en pleine figure pour qu'il retrouve ses valeurs. Non, c'est pas du commerce, on ne fait pas du commerce. On est des humains, on est des êtres humains, et cette partie humaine, elle se retrouve dans cette faculté qu'on a de vivre de façon humaine.
Ça veut dire que je respecte ce que j'ai épousé. Et je respecte la personne. Et j'ai pas envie de perdre ce lien. Pas parce que j'ai pas divorcé. Non, c'est parce que je respecte la personne. Et si je peux arriver à ce que la personne elle change et qu'on puisse retrouver ce qui nous lie de façon continue, parce qu'en vérité, au fond du fond, c'est pour ça qu'on a été créé. Et c'est pour ça qu'on a été célibataire, pour se construire potentiellement. Et c'est pour ça qu'on s'est marié pour vivre, pour arriver à corriger ce que nous sommes à travers les autres. Parce que l'empathie, ça ne va pas se créer tout seul. Il faut qu'il y ait l'autre. Vous voyez, un enfant, son frère, il est né, il va lui tirer les cheveux. Hein. Ah oui, parce qu'il n'a rien à faire ici, c'est un intrus. Ça, c'est la réponse de l'enfant. Mais la réponse de l'adulte, c'est quoi la réponse de l'adulte? Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je fais de ma femme? Qu'est-ce que je fais de mon mari? Ça va pas, hein. Je ne vais pas l'envoyer balader. Je ne sais pas comme un enfant, je lui arrache les cheveux. Non. Je peux pas. Vous avez compris? Mais la différence entre la réponse de l'enfant et de l'adulte, l'enfant, ben, il ne comprend pas ni son frère, ni sa soeur. Il n'y a aucun lien de fraternité, il n'y a aucun contenu dans l'autre. C'est un intrus, il est rentré dans ma vie. Il m'a pris ma mère, il m'a pris mon père, il m'a pris mes jouets, il m'a pris ma chambre. Il n'y a rien, c'est vide, vous comprenez? C'est un intrus, c'est un étranger. Mais quand on est adulte, on n'est pas dans... Il y a un nom en face. Il y a quelqu'un en face. Qu'est-ce que je fais de l'autre? C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que je vais répondre comme un enfant? Je vais lui arracher les cheveux, je vais lui dire la vérité, c'est arracher les cheveux. Ouais. Ou je vais l'amener à la vérité. Je vais lui expliquer que voilà de quoi je souffre et j'aurais tellement aimé que ça change parce que c'est nous qui allons évoluer ensemble et pas moi qui va... Tu vas pas éviter ma souffrance. Tu vas faire que tu vas retrouver une femme qui sera heureuse avec toi. Ou tu vas trouver ton mari qui sera heureux avec toi. Tu vas avoir un mari qui fait la tête ou tu vas un mari qui t'accompagne dans tes... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, il faut choisir. Donc j'ai peur de perdre ça. J'ai peur de perdre. Donc c'est ce respect qui me fait peur. Comme je respecte la personne, j'ai peur de perdre cette partie de moi. Et j'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre, je fais attention. C'est-à-dire que c'est souvent le problème que dans le fond, on a raison. Hein. Quand on a des reproches à dire, dans le fond, on a raison. Mais c'est le problème, c'est la forme. Vous avez vu que tout ce qu'a fait Youssef, c'est la forme. Il aurait pu faire autrement dans la forme. Il aurait pu dire, mais vous êtes des rigolos. Et je vais vous faire, on va s'entretenir hein, sur la question, voilà, vous m'avez vendu, vous vous rendez compte, je ne suis même pas de forme. Ils vont tout de suite me reprocher la forme. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut faire attention à la manière dont on a de s'exprimer. Mais c'est dans le respect, on met de la forme, c'est très important. Parce que quand on ne met pas de forme, c'est-à-dire qu'on est rien, quoi. Voilà. Et de rendre rien les gens, c'est désobligeant et c'est insupportable. Quand vous faites reproche à quelqu'un, vous le rendez... Quand vous grondez, vous criez, la personne n'est pas sourde. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé de crier pour que tu comprennes. C'est-à-dire, t'es bête hein, à ce point. La personne qui le subit, elle dit, mais quand même, m'a pris pour un idiot, quoi. Oui, mais ça donne pas envie d'écouter. C'est clair, c'est comme ça. Donc, quand on hausse le ton et on est agacé, ça marche pas. Ah, mais moi, je suis agacé. Ah, comment je vais faire? Ben, justement, c'est le problème. Alors, qu'est-ce que je fais, alors? Ben, je suis obligé de ne pas attendre d'être agacé. Dans un couple, il y a un truc qui me dérange, tout de suite, j'en discute avec mon mari, ou avec ma femme, tout de suite. Pourquoi? Parce que je sais que de dire, bah, c'est pas grave, allez, une fois, deux fois, trois fois, à la fin ça explose. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a voulu bien faire, soi-disant, du shalom baït. Vous voyez, on est en caisse pour pas déjeuner mon mari, pour pas... En fait, le problème, c'est parce que je sais même pas comment je vais gérer ça. C'est parce que je sais pas le gérer que je m'énerve, que je dis rien, en fait. Parce que je dis rien, parce que qu'est-ce que je vais lui dire? Et donc, je dis, bah, c'est pas grave, j'encaisse. Mais c'est parce que je ne sais pas gérer ma vie, ou je ne sais pas gérer ce genre de problème. Alors c'est pas grave, ça va passer, il va oublier. Ou alors il va me dire, et si je lui dis, il va crier. Ah non, j'ai pas envie qu'il crie, c'est bon, je ne dis rien. Hein? Et je dis, pourquoi il crie lui? Bah il crie parce qu'il a trouvé un super système pour ne pas être dérangé. Vous comprenez? C'est le plus efficace. Au moins elle va se taire, c'est bon. Mais en vérité, c'est un couple qui ne vit pas. Vous comprenez? Bah, il dit, mon mari il crie. Je dis, bah dites-lui qu'il se calme, et quand il sera calmé, on discute. Parce qu'il faut bien qu'on en discute. Parce que lui, il crie, donc il ne connaîtra pas sa femme, et il va continuer, et elle va se taire. Elle va dire, bah, je préfère qu'il ne crie pas, donc elle va souffrir. Voilà. Et finalement, il n'y a rien, quoi. Vous avez compris? Il faut faire comment avec un mari comme ça? Hein? Il faut faire comment avec un mari? Il faut dire, bah, quand tu seras calmé, on discute. Parce que si tu crois que parce que tu vas crier que tout va s'arranger, rien ne va s'arranger. Vous comprenez? Donc il faut que... Et puis en plus, alors, ok, tu vas te crier, mais moi je suis en souffrance. Voilà, moi, tu cries, je te dis, voilà, je te fais ça reproche, je dis, ah, il commence à crier. Je dis, ok, donc moi je vais me taire, mais si je me taire, c'est moi qui vais souffrir. Et c'est toi qui vas avoir une femme en souffrance. Et combien de temps je vais accepter de souffrir pour toi? Vous avez compris? Donc il faut lui expliquer cette logique-là, on ne peut pas vivre en bonne communion tous les deux si moi je suis malheureuse.
Donc, il faut que tu acceptes ce que je vais te dire pour que ta femme soit heureuse. Mais il faut au départ avoir compris dans le principe du mariage qu'on est là pour être heureux ensemble, pas pour vivre ensemble. Pour être heureux ensemble. Et être heureux ensemble, si ma femme elle est malheureuse, je suis gêné. Je dis comment ça fait qu'elle est malheureuse, ouais. Mais c'est le souci du départ, au départ, parce qu'on ne s'est pas marié. C'est ça que je vous ai expliqué au départ. Qu'il y a un souci qui est sous-entendu. C'est comme dans la Matan Torah, on reçoit la Torah, mais comment on va être avec? Peut-être ça va être dur, peut-être on va être très exigeant avec moi. Non, c'est comme le Matan Torah, c'est pareil. Le jour du don de la Torah, on est heureux de recevoir la Torah, et on ne sait pas ce qui va nous arriver avec. Pareil, le jour où je me suis marié, je suis la femme la plus heureuse du monde, le plus marié, le plus heureux du monde, c'est le jour le plus beau de ma vie, mais comment ça va être demain, j'en sais rien. Voilà, point d'interrogation, je ne sais pas. Comment va être ma femme, comment elle va réagir, qu'est-ce que je vais dire, combien elle va dépenser, ouais. Combien. Vous avez compris? Et c'est un vrai souci. Et donc il se pose des questions. Mais elles sont sous-entendues, il n'y a rien d'exprimé. Mais c'est comme ça fait partie du... On est très heureux, et après... ah bon, mais... et donc il y a des appréhensions telles que... on est sur le qui-vive. Parce qu'on vit une autre vie, c'est une autre vie. Il faut partager, on n'est pas habitué à partager. Qui c'est qui partage? On partage. Moi je suis célibataire, tout ce que je peux prendre, je prends, moi. Mais non, il faut partager, il faut partager. Il faut savoir donner aux autres, il faut savoir... Ma femme, il faut que je lui partage ma vie. J'ai autre chose à faire, moi, de lui parler. Moi je parle pas. Les femmes, elles ont pris 9 cabines de parole. C'est-à-dire 9 cabines de parole. Mais l'homme, il n'a rien à dire à sa femme. Et elle parle. Il faut accepter, ça fait partie de la valeur féminine. Elle a besoin de parler à son mari, c'est comme ça. Et lui, il croit qu'il faut qu'il écoute sa femme. Je dis, bon, je lui fais plaisir, j'écoute ce qu'elle dit. Mais non, elle voulait que tu participes, que tu dises oui, simplement de dire oui, c'est comme ça, ça suffit, elle n'a pas besoin de plus. C'est tout. Parce qu'elle veut créer le lien, en fait, vous avez compris? On a expliqué pourquoi c'est comme ça chez une femme, parce que la Torah nous dit que la femme a été créée de l'homme. L'homme, il n'a pas été créé d'une femme. L'homme, il a été créé de la terre. Donc il n'a pas d'origine humaine. Mais une femme, elle a une origine humaine, donc elle veut se lier à l'humain. Lui, il doit construire cet humanisme par sa femme. Donc quand elle lui parle, elle veut créer le lien humain. Mais lui, il dit, mais moi qu'est-ce que tu me racontes ta vie? Ça va? Ou quand tu me dis, va faire les courses. Bon, j'y vais. Finalement, tu voulais acheter de la lessive, il n'y en avait pas. Je dis, bah oui, j'ai oublié de te dire qu'il n'y en avait pas. Après, tu m'as envoyé. C'est compris? C'est-à-dire, l'homme, il est pragmatique. Il dit, je comprends pas. Tu me demandes ça, je le fais, tu me demandes, je fais rien. C'est comme ça. Il faut que tu me parles. Si tu me dis rien, moi, tu m'as rien demandé, je fais. Il n'est pas avenant, vous comprenez? Il faut créer quelque chose qui est dehors de l'association. Mais une femme, elle peut amener son mari à être associé. Donc, il va s'associer à ce qu'elle pense, à ce qu'elle ressent. Il va commencer à sentir qu'il existe pour quelque chose d'autre que pour lui-même. Ça, c'est le travail qu'une femme va faire avec son mari. Et l'homme, il doit accepter ce principe. Mais il faut expliquer à son mari que je ne te parle pas pour te parler. Je te parle parce que je veux que tu t'associes à moi, que j'ai l'impression d'exister avec toi. Et lui, il a l'impression il rend heureux sa femme. Donc si vous lui dites vous êtes heureux avec lui, il va être l'homme le plus heureux du monde. Il a rempli son rôle de mari. Il va avoir l'impression qu'il est le mari idéal. Mais si vous dites rien, vous dites, vous faites la tête, ou je sais pas, vous dites, je suis fatigué. Il va dire, je suis fatigué, et ça veut rien à me dire, donc peut-être que tu n'es pas heureuse avec moi, il va se faire des films, hein, tout seul. Il va se sentir un handicap. Hein? Et c'est pour ça qu'on fait court. C'est ça, oui, ça veut dire qu'il va se sentir... Quand vous répondez ça, pour lui, ça veut dire, elle n'est pas heureuse avec moi. Alors que vous avez dit, mais non, ça n'a rien à voir avec toi. On se comprend pas, parce que les mots dits correspondent à une valeur féminine, et l'autre, il le traduit dans le masculin. Donc il dit, si elle est fatiguée, elle est peut-être fatiguée de moi. Ou si elle est fatiguée, c'est qu'il n'y a rien il n'y a pas quelque chose qui contredit cette fatigue chez moi. Je lui apporte tout ce que je peux, et manifestement non. Donc il va dire, et qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va vous répondre, c'est bon, je suis fatigué. C'est-à-dire, je veux du calme. Voilà, je veux le calme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je veux le calme, ça veut dire que tu m'as perturbé. Lui, vous croyez, il veut le calme, ça veut dire qu'il croit qu'il y a du bruit. Alors que lui, il veut le calme, il veut dire, attends, je ne sais même pas quoi faire avec toi, là, attends, laisse-moi réfléchir. Vous avez compris? Voilà. Donc vous lui avez posé un problème. Et quand il dit, je veux le calme, pour vous, ça veut dire, il veut se retrouver seul, alors que pour lui, ça veut dire, je ne sais pas quoi faire de ce que tu m'as dit. Hein? Oui, mais ça veut dire que les mots... Oui, mais parce que les mots dits, elles veulent dire quelque chose pour une femme, elles veulent dire autre chose pour un homme. Vous avez compris? Mais oui, mais le problème c'est qu'après, si par exemple il dit,
Si lui va dire, mais comment ça t'es fatigué? Mais qu'est-ce que tu as pu faire dans la journée pour être fatigué? Elle va pas comprendre. Voilà, c'est la guerre. Mais en vérité, mais la guerre parce qu'on ne sait pas décrypter le langage féminin et masculin. Parce qu'on ne sait pas décrypter le langage féminin et masculin. C'est ça le problème qu'on a. On ne sait pas décrypter le langage féminin et masculin. Alors quand vous l'entendez comme ça, il l'entend autrement, et après on crée des conflits, mais parce qu'on ne comprend pas la nature de l'autre. Il faut le retraduire, c'est pour ça qu'il faut beaucoup discuter, pour comprendre un petit peu psychologiquement la nature de l'autre. Il a dit ça parce qu'il pense comme ça. Ok, j'ai compris. Donc maintenant, dorénavant, je saurai. Donc je ne suis pas inquiète ou je ne suis pas inquiet. Mais c'est ça quand j'ai dit rassurer le couple. Se rassurer, c'est de comprendre la nature. C'est comme vous comprenez la nature de vos enfants. C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire, un enfant ne réagit pas comme un adulte et vous avez bien compris. Si un enfant il monte sur la table, si votre mari monte sur la table, vous direz il est fou. Mais un enfant il monte sur la table, vous direz bah, c'est un enfant. Vous avez compris? C'est la nature, ça fait partie de la nature de l'enfant. Ben là. Donc ça veut dire que vous avez compris la nature, vous n'allez pas vous énerver. Voilà. Par exemple, il va casser un verre, vous allez vous énerver. Vous allez crier. Bon, mais s'il allume la lumière Shabbat, vous allez faire quoi? Vous allez le tuer. Parce que si vous dites, s'il a cassé des verres, waouh, vous avez cassé des verres de mamie, t'as cassé des verres, qu'est-ce que ça fait? Vous allez crier. Mais s'il a allumé la lumière Shabbat, vous allez dire, mais attends, c'est Shabbat, mon chéri, alors bon. Il va croire que casser les verres, c'est plus grave que transgresser Shabbat. Vous avez compris? Mais c'est ça, ben oui, c'est la feuille vierge, lui, il comprend rien. Il y a maman, elle a dit Shabbat, donc. Mais c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Alors, il faut bien réfléchir avant. Comment je vais lui dire? Il a cassé les verres, mais si déjà les verres, je crie, alors que je vais dire pour les autres. Vous avez compris? Ça se réfléchit bien avant, déjà. Donc c'est ça, c'est pareil. Vous avez compris la nature, vous avez compris, vous parlez à des gens qui n'ont aucune connaissance. C'est-à-dire que votre enfant, il n'a aucune connaissance, c'est vous qui allez installer la connaissance, mettre en avant ce qui est important de ce qu'il est plus et ce qu'il est moins. Mais votre mari, c'est pareil, il n'a aucune connaissance du féminin. Il croit qu'il connaît la femme, il ne connaît rien du tout. Ouais. Et masculin, pareil. Vous croyez que vous connaissez les hommes, on ne connaît rien. On apprend à connaître. Et ça, c'est très important d'avoir l'humilité de savoir que je ne sais rien. Et que tout ça, ça se construit en couple. Et quand je ne sais pas, je dis, bah tiens, j'en apprends, tiens, c'est nouveau. Bah, je dis, mais comment, puisqu'on s'est marié, on s'aime, c'est qu'il doit être, on est en diapason, donc quart de tour, il doit être au quart de tour. Et je vois qu'il n'est ni au quart de tour, ni au demi-tour, ni zéro tour. Et c'est ça, et on est dans un problème, après on dit, mais c'est pas normal, et je suis malheureuse, mais c'est que se marier, c'est quoi ce truc? En fait, et on rentre dans des... Parce qu'au départ, on croyait que ça se passait, puisqu'on s'est marié, tout va se passer comme sur des roulettes. Alors que tout est à construire. Vous avez compris? Voilà. On est vierge de la connaissance de l'autre. Donc on doit remplir, on doit remplir de connaissances, on doit remplir d'émotions, on doit se faire plaisir, on doit se dire des choses. Il faut oser dire des choses qu'on n'ose pas dire à sa femme ou à son mari. C'est très important. Mais qu'est-ce que lui, il aimerait entendre et qu'est-ce que ma femme, elle aimerait entendre? Et c'est ça qu'il faut s'habituer. Il faut s'habituer à ce discours pour arriver à consolider. Et quand on a consolidé, même si on fait reproche, on dira de toute façon, c'est avec le bon cœur qu'on l'a dit. Parce qu'on sait qu'on est aimé par la personne. C'est comme vos parents, ils vous font reproche, ils disent pas, ouais, je vais me venger, je vais machin. Non, ça n'existe pas. Parce qu'on sait depuis le départ que c'est fait avec un bon cœur. Il faut qu'on arrive à ça en couple. Voilà. Que je sais que ma femme, comme elle a dit quelque chose, c'est pas pour me jeter ni pour me truquer. Même si elle s'est énervée, je sais. C'est moi qui ai honte pour elle de l'avoir énervée. Vous avez compris? L'inverse. Pas qu'elle dit, mais comment elle ose me parler, mais on se parle plus pendant 3 jours, et puis quand elle sera calmée, on discutera autrement. Non, parce que je sais. Et comment je vais oser faire? Vous avez compris? C'est pareil. Quand je sais, quand je connais la personne, je n'ose pas, et quand je vu jusqu'où je l'ai amené, waouh! Vous avez compris? Mais parce que c'est du respect, tout ça. Parce que je sais que j'ai été un peu loin. Voilà. Quand je connais la personne, j'apprécie la personne, je dis là j'ai été trop loin, voilà, et j'ai honte pour moi. Alors que quand j'apprécie pas forcément la personne, ou j'ai une culture du mariage qui est genre un partage de cohabitation, et je dis bah attends, quand elle parle autrement, on discutera ensemble. La vexation, elle vient du fait qu'on ne respecte pas la personne, où il semblerait que le couple n'a de sens que dès l'instant où je suis l'homme de la famille, où j'ai des principes qui m'ont été établis depuis mon enfance, que papa c'est lui qui décide, maman elle boit du scotch. C'est comme ça. Donc il y a des principes d'organisation comme ça de vie, que l'homme c'est la virilité, la femme c'est la femme elle est faible, que des principes débiles qui font que voilà, la femme elle n'a rien à dire, des trucs comme ça voilà, malheureusement qui font que il n'y a pas de vie de couple. Donc il faut vraiment fondamentalement comprendre le féminin. C'est ça que la Gemara dans Choulin a dit, qu'un homme il doit aimer sa femme comme lui-même, il doit la respecter plus que soi-même. Respecter Mechabel, honorer sa femme plus que soi-même, comment c'est possible? La Gemara dit d'aimer comme soi-même, oui, et de respecter plus que soi-même, comment c'est possible? Respecter. Alors là-bas on explique, la Gemara dit, la Balomar elle explique parce que celle qui est en demande c'est la femme.
Et la bracha de l'homme, elle passe par sa femme. La simcha de l'homme, elle passe par sa femme. Maintenant, c'est quoi la bracha et c'est quoi la simcha? Parce que si un homme il est célibataire, il n'a pas besoin de plus que ce qu'il a besoin pour lui-même. Mais dès l'instant où on est 2, 3, 4, 5, on a besoin d'avoir plus. Donc Hachem, en fonction du manque, ma richesse c'est le manque des autres. C'est parce que l'autre est en manque que moi on va me donner pour que je comble la personne qui manque. Ma richesse c'est son manque. Donc plus elle est demandeuse et plus je m'enrichis. Donc, et puisque celui qui m'enrichit c'est Hachem, je vais me casser la tête, c'est lui qui m'enrichit. Donc plus que ce que j'ai, je peux donner. Pourquoi? Parce que je sais que l'origine c'est lui. Mais d'aimer c'est comme soi-même. Ouais, comme toi-même. Aimer comme soi-même. Qui est goufo, c'est comme soi-même. Et il faut apprendre à s'apprécier, il faut apprendre à aimer la personne pour qu'elle elle soit comme moi-même. Que j'apprécie la personne comme moi-même. C'est un principe fondamental qui est mis dans la Torah. Et je pense qu'il n'y a pas plus grand kiboud de respecter comme soi-même que de respecter son mari ou sa femme. Il n'y a pas plus grand aimer comme soi-même. La limite d'aimer comme soi-même, oui, c'est ce que l'Agma dit là-bas dans Yekvar, dans Bamutsia, qui dit qu'il y a une discussion entre Ben Petura, il s'appelle le Rav, et Rabbi Akiva. Il dit voilà, si quelqu'un il a une seule gourde d'eau qui lui appartient, et on est dans le désert, et on est 2 personnes, et si on partage la gourde en 2, ils meurent tous les 2, et si la personne elle a sa gourde, elle pourra survivre, l'autre elle pourra pas survivre, la personne. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une seule gourde d'eau qui appartient à une personne, et on est deux à traverser le désert. Est-ce qu'on dit, bah, c'est pas grave, on boit la moitié chacun pour peu qu'on voit la mort de l'autre? On dit, je suis désolé, c'est ma gourde, je la garde au détriment de la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Ben Petura, il a dit, comment tu vas supporter la mort de l'autre? L'autre Adam Racha, tu ne peux pas rester devant indifférent à la mort des autres. Alors on partage, c'est pas grave. Avec Iba, il dit non, il va marquer Vachai, marqué Vechai Achicha Imach. Vivra ton frère avec toi. Vivra ton frère avec toi. Chaïcha Kodmim. C'est ta vie qui est prioritaire. C'est incroyable, hein? Ta vie qui est prioritaire. La gourde, la lacha, c'est que la lacha est comme avec Iba. C'est que la limite de ce que tu partages, c'est au détriment de ta vie. Mais sinon, tu donnes tout. Si tu sais que tu vas mourir avec ce que tu vas donner, tu n'as pas le droit de donner. Mais si tu dois faire vivre à la limite de ce que tu... Vivra ton frère avec toi jusqu'à ce que ta vie soit mise en péril. Mais ton obligation de faire vivre, c'est jusqu'à la limite de ta mort. Pourquoi? Parce que la Torah dit, tu vis avec la Torah. On ne meurt pas de la Torah. Tu ne meurs pas de la loi, tu vis par la loi. Mais si je suis obligé de mourir à cause de la loi, oui. Par exemple, c'est incroyable parce que des problèmes de couple, c'est quoi? Tu n'as pas respecté la loi. Je suis ton mari, je suis ta femme, tu ne respectes pas ce que je suis. Oui? Mais est-ce qu'on doit respecter la loi ou on doit respecter l'humain? Est-ce qu'on doit respecter la loi? Il y a des gens, ils vont faire des conflits parce qu'il faut respecter la loi. C'est comme ça. Mais non, l'autre, il va avoir 0 parce qu'il n'a pas respecté la loi. Mais non, la loi, c'est pour construire les personnes. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire, la loi ou la vie? Mais la vie, évidemment. Et nous, sous prétexte de principe de loi, on s'autodétruit. Vous comprenez? Dans notre vie de couple, avec nos enfants, avec des machins, vous avez compris? Tu ne respectes pas la Torah, par exemple, je te tue, dis arrête. C'est-à-dire que je ne te connais plus. Mais non, la loi, elle ne peut pas être plus forte que la vie. Donc, il faut arriver à ce que la vie soit assez forte pour que la personne, elle arrive à changer sa façon de penser. Et par respect de la personne, je vais te faire introduire la loi dans ta vie. Mais pas que, parce que tu ne respectes pas la vie, tu n'as pas de raison de vivre. Il faut faire très attention à ça. C'est pareil dans les vies de couple. Si tu ne respectes pas la loi, que genre tu me respectes, tu machin, je sais pas quoi, tu peux disparaître. Non. Jamais la loi est prioritaire sur la vie. Vachai Bahem. On vit par la Torah, on ne meurt pas par la Torah. Si quelqu'un il est en danger de mort Shabbat, je ne dis pas, mais moi je vais quand même pas transgresser Shabbat pour que monsieur vive. Moi je vais devoir mourir pour qu'il vive, ça va pas ou quoi? C'est pas grave qu'il meure, c'est pas grave. Non, parce que la loi n'est pas prioritaire sur la vie. Il doit vivre, tu vas transgresser Shabbat pour le faire vivre, c'est pas grave. Tu vas transgresser la loi pour que la personne vive. Tu vas transgresser la loi pour que la personne vive. Ça veut dire que c'est ça la priorité. Alors que nous, de façon générale, on veut respecter la loi et faire respecter la loi. Tu respectes mes droits, tu respectes mes machins. Vous avez compris? La priorité, c'est mon droit. Voilà, mon droit de femme, mon droit d'homme, et tu respectes mon droit. Non, c'est pas ça qu'il faut respecter. Il faut respecter l'humain à travers la loi. Et mettre de côté la loi pour que l'humain soit
reste humain comme bien même. Vous avez compris? Quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, on ne dit pas mais tu es condamné à la mort. Non. On essaye de faire en sorte que jamais la loi soit prioritaire sur la vie. On va l'amener à vivre à travers le respect de la loi. Mais jamais le détruire sous prétexte qu'il ne respecte pas la loi. L'amener à vivre à travers la loi. Je vais te respecter pour que tu comprennes que la loi est essentielle et qu'elle te fait vivre. Mais pas de le détruire sous prétexte qu'il ne respecte pas la loi. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. On ne tue pas les gens parce qu'ils ne respectent pas la loi. Non. On essaie de les faire vivre. Et bien, faire vivre, c'est-à-dire respecter ce qui vit. C'est ça, faire vivre. Respecter ce qui est vivant. Et quand la personne elle se sent respectée, tu peux lui demander n'importe quoi, elle va le faire. Parce que tu me fais exister, je te fais exister. Je suis mechabed à mechubad mechabed. Si vous êtes respecté, vous respectez les gens. Mais si vous n'êtes pas respecté, vous ne respectez pas les gens. Il peut dire ce qu'il veut, tu ne vas pas respecter, je ne t'écoute même pas. Parce que tu n'as pas respecté ce que je représente. Alors je ne t'écoute pas. Par contre, si tu m'as respecté, tu m'as dit d'une telle manière, tu as mis la forme et tu m'as dit d'une telle manière que tu as été respectable vis-à-vis de moi, mais je ferai tout et n'importe quoi pour toi, il n'y a pas de souci. Parce que le respect, vous savez, le Sava Metlavodka, il explique que le kavod, l'honneur des gens, c'est la neshama. C'est parce qu'on a une neshama qu'on attend, qu'on respecte et qu'on attend du respect. Quelqu'un qui n'a pas de neshama, il n'a rien à respecter. Mais on a une neshama, on a quelque chose de très puissant en nous, qui fait qu'on se sent honoré parce qu'on a une neshama. Quand je fais honte à la personne, je ne respecte pas ce qu'elle représente. Je la tue quelque part. Comme si je lui disais, t'as pas de neshama. Vous avez compris? Tiens rien. Vous savez, quand on est désobligeant et on fait honte à la personne, c'est comme si autrement dit, je lui disais, tu n'as pas de neshama. Pour moi, tu n'as pas de neshama. Tu es comme un animal, voilà, je te respecte pas. Voilà, c'est pareil. Non, il n'y a pas d'animal en face de moi. Il y a mon mari, il y a ma femme. Donc je respecte la valeur. Et comme je respecte la valeur, je peux le respecter soit parce que je reconnais la valeur humaine, soit parce que je sais que ce sont des créatures qu'Hachem il a créées. Mais en négligeant la valeur de la personne, je néglige Hachem. Et ça, je ne peux pas. Vous comprenez? Donc je respecte la personne à travers Hachem et à travers ce qu'elle représente pour moi. Mais quand je respecte la personne, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai quelque chose à lui dire, je dis écoute, voilà, je suis désolé. Et quand la personne elle se fait respecter, elle est d'accord d'écouter. C'est quand elle n'est pas encore rassurée d'être respectée qu'elle n'est pas prête à écouter. C'est pour ça que j'ai dit au début du cours, c'est très important de se réconcilier avec la personne, ça veut dire de rassurer qu'on est proche de la personne. De rassurer tout ce qu'elle avait pensé de moi, il faut que je la rassure qu'elle a fait un bon choix. C'est important qu'un mari, il arrive à faire que sa femme, elle a des inquiétudes. Elle dit, je sais pourquoi je t'ai épousé, mais est-ce que ça va changer? Est-ce que tu vas me respecter? Est-ce que maintenant qu'on est marié, ça va changer? Je ne sais pas. J'ai peur. Alors, mon devoir personnel, c'est de rassurer mon épouse. Et son devoir personnel, c'est pareil. C'est de rassurer son mari. Et quand on est rassuré, qu'est-ce qui peut nous arriver? Je pense que c'est la base originelle du couple. C'est ça qui est fondamental au départ, et après, on peut construire dessus. Mais s'il n'y a pas ça, il y aura toujours des doutes. Et les doutes vont augmenter, et après, les gens, parce que on met des étiquettes. Lui, Sarah, il s'amuse avec ça. Il s'amuse avec faire croire. T'as vu, j'en étais sûr, ou alors la nature revient à galop, je sais pas, que des histoires pareilles, pour dire, au lieu de dire, mais mon mari, je sais qu'il est comme ça, mais c'est pas grave, on va s'arranger, on va pas changer la nature masculine, mais on va changer des défauts masculins. On va pas essayer de changer une nature féminine. Tu dirais, je vais changer ma femme, moi. Voilà, je vais changer ma femme, elle va être plus forte, plus machin, je vais faire un homme. Je dis, mais tu pourras jamais faire d'une femme un homme, c'est stupide. Ouais, tu veux changer la nature humaine, c'est impossible. Par contre, tu peux moduler, orienter, canaliser le féminin. Mais du coup, je vais changer ma femme ou je vais changer mon mari. Vous avez compris, c'est n'importe quoi. On ne change pas la nature, on s'arrange avec la nature, on ne change pas la nature. Et c'est toujours important de comprendre que je respecte la nature masculine. Parce que j'ai besoin de ce masculin, parce que c'est comme ça que ma vie doit se construire avec du masculin. Autant que ma vie va se construire conjuguée au féminin. C'est comme ça. Et donc je respecte le féminin, je respecte le masculin, mais en fait en respectant ma femme, je respecte ce que je suis. Parce que ma femme, je la porte. Et quand je me sépare de mon époux, je me sépare de moi. Et quand je me sépare de mon mari, je me sépare de moi. Vous avez compris? On dit ouais, je me suis arrangé. Mais non, tu t'es séparé, tu t'es fait avoir en fait. En te disputant ou en trouvant des prétextes à se séparer de l'autre, tu t'es séparé de toi-même, parce que de toute façon tu portes ton mari en toi. C'est celui que tu as choisi, Minasharim. La Torah n'a pas dit par hasard qu'on a une neshama masculine, pas par hasard, pas pour nous raconter des histoires, pour dire que tu dois construire ce masculin en toi, pour l'éternité. Et toi, ton mari, ta femme, pareil. Tu dois la construire en toi, pour l'éternité. Donc quand tu te sépares de l'autre, en fait, tu te sépares de la partie féminine que tu contiens.
Donc jamais rentrer dans ce jeu-là. C'est pour ça que le respect de l'autre, c'est de se respecter soi-même. Aimer comme soi-même. Sachez que vous avez une masculine, vous avez une échelle masculine en vous, puisque vous êtes chez votre mari, mais qui est en sommeil, qui est à construire. Et pareil, un homme, il épouse sa femme, il dit, c'est elle que je vais épouser, mais d'où tu sais que c'est elle? Je sais pas, je suis amoureux d'elle, mais d'où tu sais? L'amour, c'est quelque chose qui est spirituel. Ça peut pas s'expliquer, c'est Hachem. Donc il a fait en sorte que ça soit comme ça, pour qu'on soit sûr que ce soit elle. Mais après, maintenant, on a toute la vie pour arriver à ce que cet amour, il puisse être concrètement ancré dans la personne. Et ça, c'est dans la vie de partage, c'est dans la vie de tous les jours que ça se nourrit, c'est comme ça. Il y a plus après, il faut qu'il n'y ait jamais d'écart entre les deux, en fait. Et tout ce qui nous sépare doit disparaître. Et c'est ça la vie de couple, c'est de se séparer de ce qui nous sépare, d'éliminer tout ce qui nous sépare. Et quand on a compris ça, on est respectueux, parce qu'on sait que c'est fragile, parce que comment je vais lui dire? Et le respect, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir se débarrasser de toute la pollution qui nous sépare, en fait. Et c'est comme ça qu'on va être un couple épanoui. Voilà, de Tachem. Razak ou Balour. Avec plaisir. Donc,